Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Interséance, un podcast où on débat, réfléchit et partage autour d'un ou plusieurs films qui ont marqué le mois. Et seulement 2 semaines après notre dernier podcast, on ne résiste pas à l'envie de refaire un épisode, car 2 grosses attentes de l'année sont sorties au cinéma cette semaine. Le film d'une légende du cinéma hollywoodienne qui prépare depuis 40 ans et le retour du clown le plus anarchiste du cinéma dans un 2e film musical. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Bonjour Tanguy. Bonjour. Voilà. Bonjour Léa. Bonjour, ça va ? Voilà. Et aujourd'hui on accueille une petite nouvelle dans l'équipe, une petite invitée du jour, c'est Léna. Salut Léna. Bonjour, enchanté tout le monde. Bonjour Léna, je suis content de te voir. Ça va Maxime ? Oui, je suis content de te voir là Léna. Ça va, moi aussi, ça me fait plaisir. Eh bah oui, ça fait plaisir Léna qu'on a choisi d'inviter, voilà, avec qui on travaille, on a déjà travaillé ensemble sur quelques projets, parce que figurez-vous, nous ne sommes pas que des podcasteurs. Nous avons un vrai travail. Dit-il en regardant son téléphone, je vais te défoncer. Il est en train de jouer à un jeu, il en a rien à foutre. Ah ouais, d'accord. Ah, t'es en train de faire la promo pour ATR ? Pour Interséance ? Merde, ah putain, c'est vrai, bon, on verra. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir une nouvelle tête dans le podcast. Moi aussi, ça me fait plaisir. C'est vrai, bah super. Surtout qu'on va parler de films géniaux. Sarcasme. Allez, c'est super. Incroyable. Le monde est en délire. J'entends le jeter. C'est incroyable. J'en peux plus, vraiment. Calmez-vous. On va y aller pas à pas. Ça va bien se passer. T'inquiète pas. Il est seul dans son truc. Allez, Maxime, vas-y, Maxime, continue. Oui, c'est super. J'adore ça. Bon, bref, je suis content de vous voir et nous allons continuer. Vous pouvez écouter tous les anciens épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez suivre nos actualités sur Instagram ou YouTube pour suivre nos actualités de podcasteurs du coup. Et on commence tout de suite avec un film réalisé par un des plus grands réalisateurs d'Hollywood, Francis Ford Coppola, le C, l'auteur de Apocalypse Now, la trilogie du Parrain et son Dracula, évidemment. Aujourd'hui, avec un film qu'il a financé lui-même et qu'il prépare depuis 40 ans, j'ai nommé Megalopolis. Comment un empire meurt-il ? S'effondre-t-il en un seul et tragique instant ? Non. Mais il arrive un jour où son peuple n'y croit plus. Ne laissons pas le présent détruire l'avenir. Megalopolis est une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catalina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklin Cicéron. La fille du maire et jet-setteuse Julia Cicéron, amoureuse de César Catalina, est tiraillée entre les 2 hommes et devra découvrir ce qui lui semble le meilleur pour l'avenir de l'humanité. Un film qu'on attendait tous impatiemment, évidemment, de par la renommée de son réalisateur, de par la légende qui entoure un petit peu ce film, qui traîne depuis plus de 40 ans dans les tiroirs d'Hollywood, et enfin arrivé sur nos écrans, et évidemment avec tous les retours qu'on a pu avoir après son passage au Festival de Cannes, qui avait été à la fois très positif et très négatif. On ne savait pas si c'est une espèce d'œuvre assez imprévu qui nous est arrivé dans l'écran. On était très impatients de le voir. Et tout de suite, je vous laisse avec Léa qui va vous filer son avis parce qu'elle a vachement bossé son sujet, elle. Un premier avis rapide avant de passer à un avis un peu plus long. Tout d'abord, moi je suis pas une grande fan de Francis Ford Coppola. Enfin, j'ai pas du tout vu toute sa filmographie. Mon film favori, c'est Dracula. Moi aussi. Mais je dois dire que le film correspondait plus ou moins à mes attentes dans la mesure où on peut anticiper une œuvre comme celle-ci, une œuvre aussi ambitieuse. Et ce film, en fait, il m'a plutôt marqué, malgré son côté assez difficile d'accès, et je dois dire que je me suis aussi un peu endormie à la fin du film. Bon, c'était après une longue journée, on était un peu le soir, mais finalement j'en retire presque quelque chose de positif, parce qu'on pourrait presque faire l'éloge de la somnolence au cinéma. Non, mais c'était vraiment pas une blague, dans le sens où ce film est très éloigné du cinéma de divertissement, et il pousse justement à la réflexion. Enfin, c'est presque un film essai, tu vois, qui a un côté très historique, donc de par son idée de transposer le passé dans des personnages contemporains. Et voilà, ça c'est vraiment un des points que j'aimerais développer tout à l'heure. Ah, c'est donc
Ton avis est plutôt positif quand je t'entends, j'ai l'impression. Plutôt positif, même si la somnolence. Voilà, même si la somnolence. Ouais. Petit somme. Bah, tiens, Léna, est-ce que t'as envie de continuer sur un avis? Toi, t'as rien compris. Il fallait faire ça, il va taper dessus. Je suis chinois, je fais ce que je veux. Tant qu'il se mouche, il n'en a rien à foutre. C'est vraiment levé pour se moucher. Genre, il tapait une game, là, il se mouche, il va aller dormir, il en peut plus. Allez. C'était soit ça, soit j'ai terminé, c'était chiant. Soyons sérieux, nom de Dieu. Est-ce que... Ok, d'accord. Bichette. Vas-y, Léna, je t'en prie, poursuis. Alors moi, un peu comme Léa, c'est un avis quand même plutôt positif, je pense. Enfin après, je suis déjà un peu venue dans une optique en le regardant de... Je veux comprendre pourquoi les gens l'ont pas aimé. Du coup, j'étais un peu dans un truc d'analyse et de qu'est-ce qui fait que des fois j'arrive pas à accrocher ou qu'est-ce qui fait que des fois j'ai envie de dormir ou il y a somnolence. Moi, je le vois vraiment un peu comme un... pour moi, il y a le fil conducteur, mais après, il y a eu toutes les idées du réalisateur, et pour moi, il a mis toutes ces idées qu'il voulait mettre, et j'ai l'impression qu'il a pas voulu faire de choix, qu'il a pas voulu se brider, vu qu'en plus c'est autoproduit, il a pu se le permettre, et c'est ce qui fait que du coup, on a un peu du mal à rester concentré, et à tout le long garder le fil, et à capter, et à le résumer, et à capter une idée, parce que pour moi, il y a plein d'idées, que ce soit en termes de visuellement, de métaphores, d'idées, même juste de site. Enfin, il y a trop d'idées. Il y a tout en fait. Pour moi, il a mis tout dedans, il a pas fait de choix, il a pas dit je vais me concentrer sur une histoire d'une personne, d'une société, une métaphore, du temps, de l'amour. Il a dit je veux traiter tout, je traite tout. J'en ai rien à foutre. Si vous comprenez pas, c'est pas mon problème. C'est comme ça que je le vois. Mais du coup, je trouve il y a plein d'idées hyper intéressantes, c'est juste que c'est dur à capter et à vraiment rester concentré. Il y a eu plein de fois où j'étais là. Et je suis perdu. Où va-t-on? Je sais pas où il veut m'amener, mais j'y vais. Pourtant, on est un peu emprisonné dans la salle. Mais c'est vrai qu'en plus, à la promo, vous avez vu tout ce truc qu'il y a eu, où, vu qu'il s'était un petit peu fait détruire en termes de critique à Cannes. Après, à la promo, c'était Lionsgate qui a... Une des fausses promos. D'ailleurs, c'est vrai, une des fausses promos. C'est-à-dire qu'ils ont promu le film en montrant les mauvaises critiques des anciens films de Coppola à leur époque. Et pour dire, regardez, à l'époque, on disait que c'était de la merde, pourtant... c'est devenu des immenses chefs-d'œuvre. Et la fun fact, c'est qu'on s'est rendu compte après que les critiques de l'époque étaient fausses et étaient faites par IA. Du coup, ouais, elles avaient été faites par IA alors qu'il y avait vraiment des critiques à prendre. Du coup, la personne en question de Lionsgate s'est fait virer. Voilà. Faut le faire pour pas savoir faire des fausses critiques. Il a quand même eu 2 palmes d'or, donc. Bon, il a quand même eu 2 palmes d'or, c'est vrai, mais il voulait reprendre un peu les critiques qui étaient faites à l'époque. Tanguy, il est pas d'accord. Mais Tanguy, est-ce que toutes ces mauvaises critiques qui ont été faites au film, elles sont justifiées, ou est-ce un chef-d'œuvre qu'on ne peut pas encore percevoir dans nos yeux de personnes qui vivent en 2024? Alors déjà, j'aime beaucoup Francis Ford Coppola. Alors déjà, pour revenir du coup, moi, alors j'aime beaucoup Apocalypse Now, je pense que c'est mon film préféré de Coppola, mais après, j'ai pas forcément d'affinité avec lui. Donc c'est pour juste dire que je ne suis pas biaisé sur ce que je vais dire. Ouais. Ça vous est déjà arrivé quand vous êtes dans un bar qui est un type un peu vieux, un peu ou plus ou moins alcoolisé, qui vient vous parler de tout et n'importe quoi par rapport au gouvernement, tout ça m'est arrivé hier, dans la rue. C'est un peu en fait le sentiment que j'ai eu je vois avec ce que ce tu veux film dire. en permanence, où il y a 200 idées à la minute, sauf que absolument rien n'est contrôlé. Le film ne sait pas. Et il est bourré, il demande de l'argent. Non, j'avais pas jusqu'à là, parce que finalement, je sais qu'il y a la blague, il y a marqué mégalo, et c'est l'ego de Coppola, et bon, il y a peut-être un peu de ça, mais j'ai l'impression qu'il est très honnête dans ce qu'il veut parler, mais il ne sait pas exactement de quoi il veut parler, et surtout, j'ai le sentiment que ce film-là aurait dû sortir il y a 40 ans. Quand il a commencé à écrire le scénario. En fait, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans le film, on y reviendra après, mais qui pour moi, en fait, de nos jours, je ne sais pas à qui il veut parler, en fait. On va y revenir après. Mais, enfin, attends, vas-y. Oui, non, mais tu parles de quoi, précisément? En fait, du sujet en général et des personnages. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose dans ce film pourquoi les gens n'ont pas aimé, parce que j'ai l'impression que le message qu'il veut transmettre, en fait, ne fonctionne pas de nos jours. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu marcher, par exemple, je sais pas, en 90 ou en début 2000, par exemple, à la limite. Ouais, il y a un truc sur comment on va, comment on reconstruit après les États-Unis. Parce que là, il y a beaucoup de choses où je suis en train de me dire, je ne sais pas s'il parle aux jeunes,
On va revenir là-dessus parce qu'il faudrait qu'on approfondisse dans le scénario. Je vais donner mon avis juste après, mais je trouve que c'est un super point sur lequel on peut déjà un petit peu aller, sur lequel je suis d'accord avec toi. C'est qu'il y a une espèce de morale qui entoure un petit peu le film sur les enfants, sur la nouvelle génération. C'est-à-dire que le film se conclut sur ce message de donner l'espoir aux enfants et l'enfant de la fin du coup. Bonjour, on spoil, en fait, je vous l'ai pas dit. Mais, l'enfant de la fin du coup, l'enfant de César et de Julia et de Julia a le pouvoir d'arrêter le temps, le pouvoir de César, et tout le long on voit aussi qu'il y a une scène dont on reparlera peut-être où il y a une maquette qui a été faite par des enfants qui transmet le projet qu'a vraiment César. Donc il y a une espèce de message tout le long de la nouvelle génération, les enfants qui vont un peu nous sauver. Et je trouve que ça, pour vous, c'est comme ce que tu disais, c'est vraiment un message qui est beaucoup plus kitsch, beaucoup plus années 82. C'est la nouvelle génération, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les réalisateurs et les histoires qu'on a, c'est beaucoup plus, la nouvelle génération est condamnée, la nouvelle génération ne sait pas comment se sortir, et du coup, ça rentre pas mal en contradiction avec ces morales-là, avec ce qu'on a l'habitude de voir actuellement. Tu voulais dire quelque chose de oui, et pour moi, c'est le point négatif du film, c'est que justement, il rate ce message-là où la question qu'il pose, est-ce qu'on peut vivre dans une autre société, dans une meilleure société qui serait façonnée par des utopistes, d'où le regard de l'enfant et de cet architecte qui imagine donc une ville avec une architecture un peu biomimétique. D'ailleurs, Coppola s'est inspiré d'une artiste architecte israélienne qui s'appelle Neri Oxman, donc qui fait tous des bâtiments biomimétiques, qui mélangent le vivant avec l'architecture. Okay. Mais en fait, moi j'étais hyper déçue par l'architecture du film, parce que finalement, il y a rien d'utopique. On n'a pas du tout déjà envie de vivre là-dedans, parce que c'est finalement assez éloigné de la nature. C'est des grands tours. Enfin, il y a rien de très. C'est une espèce de parc Disney. Ouais, non, mais c'est très impersonnel. C'est très impersonnel. Et les maquettes, elles sont pas du tout immersives. Les designs en 3D ou en je sais pas quoi, je sais pas pour vous, moi j'arrive vraiment à distinguer dans le film les moments où je vois que là il filme vraiment à New York et qu'il veut un peu décorer, et les moments où là on est full studio et il a fait une déco un peu bizarre. Je sens vraiment les différentes ambiances. Le film, au point où il y avait des fois devant le film où je dis tiens, je suis pas devant la même DA. On a l'impression à différents moments, c'est pas la même image, c'est pas forcément la même direction artistique, c'est pas les mêmes couleurs qui restent. J'ai l'impression de pas être dans le même endroit, et c'est aussi ce qui joue vraiment avec l'aspect bazar du film. On a l'impression de changer d'environnement, ou changer par exemple de façon de représenter l'environnement. Et juste pour continuer sur l'architecture, moi j'ai trouvé que ce côté utopique était un peu dépassé à une époque où aujourd'hui on a des gens comme Elon Musk qui proposent comment ça s'appelle son Starlink Oula Loop là. Neuralink ou Starlink. Non, c'est l'Oula Loop, c'est une sorte de train qui va super vite pour passer d'un endroit à l'autre, parce que dans le film il dit avec mon projet architectural tu pourras aller de l'hôpital à la maison en 5 minutes, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il nous propose? C'est un pauvre tapis roulant avec une mémé là qui est sur le tapis roulant. Et le tapis roulant, et les voitures boules là, les voitures boules bizarres. L'escalator plat. Le tapis roulant. Mais en fait, le tapis roulant là, l'image qu'il a reprise, c'est littéralement un truc qui a été, enfin, c'est exactement la même chose qu'un truc qui existait déjà à l'exposition universelle de 1900. Mais ça existe à Châtelet. Donc c'est non mais genre c'est un truc qui était vendu à l'exposition universelle de 1900 quoi, qui est venu en même temps que le métro et tous ces trucs. Donc c'est complètement pourri quoi. Tu veux dire, il y a des gens comme Elon Musk qui proposent des trucs vraiment 10 fois plus puissants. Et voilà, moi j'ai vraiment été déçue par l'architecture. Désolée, je parle trop. T'as raison, c'est carrément le sujet du film, parce que l'idée quand même, globalement, la promesse de base du film, ça reste quand même, je vais faire un film contemporain où je fais un parallèle entre New York et puis le Rome de l'époque, en mélangeant les deux esthétiques. Comment est-ce que notre civilisation aujourd'hui, elle peut s'éteindre comme Rome s'est éteint, et qu'on est peut-être condamné à ce que la civilisation s'éteigne, ou alors au moins change de forme en s'auto-détruisant comme Rome le fut. C'est ça la base quand même de la promesse du film. Et déjà j'ai l'impression que cette promesse va totalement autre part.
et que je reviendrai un peu après sur certains moments d'architecture ou de mise en scène que je trouve quand même assez belle, mais je donnerai mon avis plus tard. Mais c'est vrai que c'est comme ça le projet de base, c'est ce parallèle qui devrait être représenté dans l'architecture, et comme tu as dit, finalement à la fin on n'a pas grand chose de vraiment intéressant ou d'idée novatrice, et le meilleur exemple qu'on a là-dedans c'est le mégalon. Cette matière magique que nous sort de son c'est du véritable scénarium en poudre, genre c'est vraiment la vanne de ça te fait tout, ça te ressuscite. C'est vraiment la force. Alors sous spoiler, je vous dis pas qui, mais ça ressuscite des gens, ça fait des bâtiments. Ouais, c'est un matériau révolutionnaire qui ça fait des hologrammes, je sais pas. Voilà, mais qui sort vraiment de nulle part. C'est César qui a découvert le mégalon. Il y a des gens qui disent non, ça part bien parce que c'est dangereux. Mais c'est un peu le dieu architecte en fait qui hop là il claque des doigts. Arrive, on dirait que c'est un peu facile. C'est le feu de Prométhée, c'est ce qui arrive comme ça, qui te pose là. Bonjour, enchanté, moi c'est Prométhée, ça va toi? Ça va? Tu veux mourir enchaîné à un rocher? Attends, c'est lui? Oui, c'est lui. Bon, mange-moi le foie! Pardon. Mais justement, donc cette espèce d'élément premier du film résume bien ce que t'as dit, Léa, et je vous repasse la parole après, mais on a quelque chose, on a une idée conceptuelle d'un objet futuriste qui pourrait amener une nouvelle société avec un matériau, si je trouve ultra matérialiste quand même comme idée de base, c'est que c'est un nouveau matériau qui va amener une nouvelle société. C'est des thrillers de science-fiction assez classiques, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'il fait de particulier? Il n'ose même pas développer ou s'intéresser à c'est quoi vraiment le mégalon, qu'est-ce qu'il peut permettre de faire, alors que plein de films de science-fiction le font, c'est la base, et c'est pas expliqué, ça fait tout. Mais ça, c'est un peu frustrant parce que je trouve qu'il y a plein de choses tout du long qu'il veut traiter. J'ai l'impression qu'il, comme je disais tout à l'heure, il veut traiter tous les sujets, et il y a des sujets qui soit arrivent qu'on s'y attendait pas, genre l'amour qui à un moment donné arrive entre les deux personnages principaux et que on a vu aucun regard, aucune chose échangée de il y a peut-être une connexion, d'un coup ils s'embrassent, tu sais pas pourquoi. Enfin moi je l'ai ressenti un peu comme ça. Moi je trouvais ça un peu Yobi et vous. C'était mignon, mais j'ai trouvé ça un peu ça sortait un peu nulle part. C'était sur une horloge, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses aussi qui commencent à vouloir traiter, qui au final il finit pas vraiment ou à moitié. Je sais pas, par exemple c'était là, c'est quoi ce que t'avais noté? Les Vestales. Les Vestales, merci. La fille qui danse sur sa lune, là, qui représente la Vestale, comme toi tu l'as noté. Non, mais ce passage! Moi, je crois que c'est vraiment mon moment préféré du film. Mais moi, je trouve qu'il il a vraiment voulu critiquer un peu la femme de la place, la place de la femme, je pense, en tout cas dans la société. Sauf que je trouve que ça a été fait à moitié, enfin comme plein de trucs, il lance des phrases métaphoriques toutes les 5 secondes, et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses comme ça où il a voulu tout traiter, mais sauf qu'au final il a rien traité entre guillemets, et il aurait fallu plusieurs films pour tout traiter comme il faut, je trouve. Je sais pas. Bah ouais, mais moi je suis d'accord, et c'est dans le même truc. Tu vois, quand t'as fait ton résumé du film, oui. Il y a beaucoup d'idées qui sont dites dans le résumé. Franchement, tu me le dis pas, je ne suis pas au courant. Oui. Par exemple, dans la même idée, le fait que, entre guillemets, le maire soit ultra conservateur, je ne le vois pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Il veut vendre un casino au début. C'est ultra conservateur, le casino. C'est pas le premier truc qui me vient en tête, en fait. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça complètement incohérent qu'on parle de la chute de Rome. C'est lié avec tout ce qui est j'ai oublié le terme, je veux dire vassalité, mais c'est Vestale, voilà, autant pour moi. D'un côté, ils sont très hédonistes, du coup, mais on le voit pas tant que ça, c'est pas quelque chose de dingue, juste on les voit en soirée 2-3 fois s'embrasser. Il y a quand même pas mal d'inceste. Oui, il y a ça, effectivement, mais ça, après, c'est plus un truc, je pense, par rapport au fait que les familles de riches restent dans le même truc, peut-être un peu cette histoire-là. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a ces idées-là qui sont mises en place, effectivement, mais c'est un peu un fourre-tout. Pareil à la fin avec Shia LaBeouf, où quand il fait ça, une espèce c'est une espèce de suite de symboles, d'images symboliques, un petit peu comme ça, qui ne revient pas forcément à une suite logique. Vas-y. Alors. Voilà, Léa, elle a fait un sourire de là. Alors, je vais vous apprendre la vie, mes petits. C'est le moment où je vais enfin pouvoir parler des ruines au cinéma, tu vois. Let's go. Allez, on la laisse. Je suis très très contente. Il est ruiné par le film. Non mais tu vois, tu parlais des images des Vestales, mais moi c'est l'image qui m'a le plus marqué, enfin celle que je retiens le plus, déjà pour son côté poétique et aussi pour le parallèle avec la société contemporaine. Donc voilà, c'est Vestales qui à l'époque de Rome transposé dans le film, donc c'était des statues c'était des femmes qui protéger la ville de Rome et à qui on attribuait tous les maux si jamais il y avait des maladies, maladies au sens large, s'il y avait des
des crises de C'était des toutes figures plutôt sortes. appréciées, tu veux dire, ou c'était plutôt Non, justement c'est- des sorcières Non, dans en l'idée fait, les Vestales, donc c'était des vierges, mais des vraies femmes. Et si jamais, par exemple, il y avait un problème, et ben, on leur rejetait la faute sur elles. C'est-à-dire qu'à la fois, elles incarnaient la Vierge Marie, la pureté, et en même temps, elles avaient ce côté sacrificiel du Christ et que l'on envoyait au bûcher ou que l'on à qui l'on jetait les pierres, voilà. Et donc, elles devaient se consacrer au vœu de chasteté, et c'est quelque chose qui, pour la Rome antique, était très important. Et d'ailleurs, les fondateurs de Rome, Romulus et Rémus, sont issus d'une Vestale qui s'appelle Silvia, et qui a été justement chassée, qui a dû abandonner ses fils. Et on retrouve aussi cette figure de Romulus et Rémus dans Mégalopolis. Donc on a toutes ces images de la Vestale, notamment dans ce spectacle, dans ce show qui ressemble un peu, je sais pas, l'Amérique a un grand talent, ou peut-être pour nous le cabaret de Sébastien. Qui veut gagner des millions, mais aussi dans cet espace où c'est carrément une arène. Enfin, Ouais, voilà, c'est c'est- surtout des références au péplum parce qu'il y a du Dans baigneur cette- là-dedans, Il y a ne du- serait-ce que l'introduction. Il y a du dans baigneur. cette arène. Voilà. Bah, oui, plutôt Et, baigneur. Mais justement, comment est-ce que tu veux dire cette figure des Vestales elle est reprise dans ce personnage-là de cette star un peu qui est justement qui est adulée, qui est starifiée parce qu'elle est vierge, et comment C'est elle ça. gagne sa thune Et en là-dessus, fait, elle et ressemble. comment ça rentre dans parce le système. que les Vestales devaient à la fois, dans la Rome antique, être belles, parfaites physiquement, donc, et parfaites moralement, donc des vierges. Elles se consacraient à la virginité C'est dur de vierge, hein, c'est un travail à plein temps. toute leur vie. Et donc, on a cette figure-là aussi. Et on peut faire le parallèle aujourd'hui d'une certaine manière avec, je sais pas, les Miss, enfin tout ce qui est un peu Miss France, les mannequins, même si elles sont pas obligées d'être vierges, mais il y a quelque chose comme ça où... L'image de pureté. Voilà, l'image de pureté. Enfin, dans notre société, ça a un peu plus disparu, mais ça existe encore dans d'autres. Bah, pas tant que ça, parce que tu vois que Et le puis, film, il dit un truc assez vrai. Moi, c'est là un truc où je trouve que le film il est assez vrai, radical et actuel. C'est à ce moment-là, justement, avec ce qu'on pourrait appeler cette Vestale. Je me rappelle plus comment elle s'appelle cette star dans le film. Mais tu vois, ou comment elle passe de cette petite meuf Disney Channel en mode je suis vierge, je suis pure et machin. Et comment dès que on va se rendre compte, oh mon Dieu, cette femme a une sexualité. Bah, elle est humaine. Et Ouais. qu'en fait, elle est humaine. Et ce qui est mais- fou en plus, puisque c'est un deepfake. Elle s'appelle Vesta. Mais en fait, C'est un deepfake. Et en fait, moi, c'est un deepfake. Et puis, on apprend quand même qu'elle a menti, qu'elle avait 23 ans. Mais finalement, peu importe. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'après, comment est-ce que tu te rends compte que ce soit vrai ou pas, elle a totalement inventé ce personnage-là, de petite vierge, pour pouvoir avoir une carrière là-dessus et jouer de cette carrière-là. Et que quand elle ne peut plus appuyer sur cette image-là, t'as ce petit clip qui dure 2 secondes après où tu la vois en mode Miley Cyrus, en mode rock, où elle se reprend une nouvelle, elle incarne une nouvelle image de meuf anarchiste, pas forcément anarchiste, mais tu vois, un petit peu rock, insolence. Et en fait, ça reprend tellement de carrières de petites actrices ou petites meufs qui ont commencé sur Disney Channel ou qui ont commencé avec des trucs un petit peu mignons et qui, à partir du... Vas-y, Tanguy. Non, tu sais qui je vais parler. On va pas faire ça. On va pas faire ça, Tanguy. On va pas faire ça. Mais c'est aussi comment la société... Comment la société de spectacle, en fait, utilise ces filles-là comme Britney Spears, comme Taylor Swift, etc. Et ce qui permet de rapporter énormément d'argent. Et en fait, ce qui montre Coppola, c'est qu'il y a malgré tout, dans notre époque moderne, une persistance des figures de femmes vierges. Et avec ce côté un peu binaire, soit les femmes sont un peu comme des vierges, soit elles sont comme des prostituées dès lors qu'elles vont faire des choses un peu... Moi, voilà. c'est un moment qui... Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certaines personnes qui ont dit il a une image de la femme qui est un peu rétrograde, Coppola, mais en fait c'est pas son image à lui, enfin c'est pas, du coup c'est pas un regard, c'est pas son regard masculin, c'est le regard de la société, et en ce sens là, et je trouvais que c'était très surtout que j'ajouterais juste qu'en plus, comme on parle de la romantique, il y a la fameuse phrase du pain et des jeux pour le peuple qui est parfaitement symbolisée dans le fait qu'il a transformé cette espèce de
je sais pas, de concert de Taylor Swift en justement arène de gladiateur pour en plus faire référence à tous les péplums et je me suis paumé. Voilà, le suivant. T'inquiète. Vous voyez de quoi je voulais dire. C'est vrai qu'il y a toute une partie très sexualisée dans le film, comme t'as dit Léa, par rapport à la société. Genre il y a plein même de plans qui sont très suggestifs. Et il y a plein de mises en scène sexualisées ou de moments où les gens font l'amour entre frères et sœurs. Bon, ça, voilà, c'est un truc vraiment c'est, oh mon dieu, c'est hyper omniprésent et ça, je trouve, ça montre bien quand même comment la société est un peu omnibilée par ça. Et comme t'as dit Léa, je trouve que c'est plus, enfin en fait, il a voulu représenter tout ce truc-là de sexe omniprésent dans la société par le fait que c'est un truc qui revient souvent. Donc au premier abord, tu te dis un peu ouais, mais il a un problème avec ça quand même, le frérot. Mais en fait, c'est un truc on a tous un peu un problème avec ça et que c'est un peu omniprésent partout et qu'on sexualise beaucoup de choses chez la femme ou même pas que sans même nous en rendre compte parce qu'on nous a éduqués comme ça, quoi. C'est vrai que la majorité des rapports de pouvoir dans le film, en fait, sont liés à la sexualité parce que je suis en train d'y penser entre, je pense à Wow Platinum. C'est le nom de la, c'est débile comme nom. Mais le nom de Aubrey Plaza. Wow Platinum! Non, mec, qui justement en fait saute entre guillemets de mec en mec pour gagner du pouvoir, qui ensuite elle finit avec comment il s'appelle chez le bof, c'est Claudio, je fais l'inventaire. Il y a ce truc qui est toujours présent aussi, justement le rapport que la sexualité permet d'avoir du pouvoir, ce qui est lui aussi avec l'idée de Rome décalante, le truc comme ça. Mais en même temps, moi il y a un moment dans le film, le pouvoir permet d'avoir de la sexualité, voilà. là c'est Harvey Weinstein permet d'avoir de la sexualité, ou alors une sexualité oui. Allez, mais en même temps, tu vois, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, d'un côté, autant le personnage de Platinum, il est plutôt bien joué, et en plus, même s'il est ultra sexualisé, le personnage, et que vu qu'il joue vraiment là-dessus sur je vais les charmer pour avoir du pouvoir, ils peuvent jouer sur tout ce côté méduse. Enfin, le personnage reste quand même assez intéressant à des moments, mais son côté un peu too much, allez, il marche parce que le film est un peu too much. Autant vous vous rappelez un peu au début quand on est avec les boîtes, avec les copines de Julia et qu'il y a les jet-setteuses, les jet-setteuses et tout, il y a pas mal de plans sur elles. Je ne crois pas, vous êtes des figurantes devant un écran. Il y a des moments, enfin je sais pas si vous avez eu cette même impression que moi, mais il y a pas mal de moments où je les vois, elles en font trop, elles sont comme ça en mode. J'ai bossé sur des clips de rap où c'était plus crédible. Mais moi, est-ce que je trouve c'est fait que exprès, je pense. Mais non, parce que j'ai vu des trucs too much, genre Fast and Furious, les meufs c'est too much, c'est vraiment too much. Je trouve que ça marche mieux que le début de Megalopolis. Là elles sont vraiment en mode je fais des trucs enfin il y a plein de moments comme ça où je te vois c'est ça ne, je trouve ça ne marche pas, ça en fait trop mais pour en faire trop et je n'arrive jamais à faire l'équilibre dans le film et c'est juste, je parle de ça parce que c'est un truc qui revient tout le temps, c'est qu'il va y avoir des moments où je trouve que ok là c'est justifié, c'est too much mais ça marche trop bien, et là juste c'est éclaté au sol. Vas-y Léa. Non, mais je pense que Coppola, il a vraiment fait exprès de le faire le côté comme ça, too much. Enfin, je pense, parce que c'est quand même un grand réalisateur, donc j'imagine qu'il a réfléchi pendant 40 ans. Il a quand même imaginé, visualisé un petit peu ces scènes, je pense que comment ces scènes allaient se représenter. Non, je pense qu'en fait, il critique avec ça un peu le côté mimétisme de copie. Enfin, c'est vraiment satirique. Tu vois, je trouve comment pas, est-ce qu'on juste pas assez. J'ai l'impression qu'il manque un truc en permanence. Je sais pas. Après, il y a le côté aussi très théâtral. Oui. Qui nous sort un peu de, mais c'est fait exprès, en fait, parce qu'il y a même toute une scène aussi où comment il s'appelle, César Cataline, l'architecte, donc récite Shakespeare, et là il reprend un peu la composition du théâtre shakespearien qui était très en phase avec le public. Oui, ou alors le moment où Julia ressort des phrases, des concepts avec son père, avec Cicéron. Des phrases de merde, je sais plus de qui c'est. Bon, je sais pas. Mais d'ailleurs ils savent même pas non plus. Ils savent même pas non plus. Ils ont des doutes. Donc en fait, on peut. Je vais reprendre. On peut aller dans ton idée que c'est une critique de la société et c'est ce que voulait dire Coppola sur le monde, mais de façon générale, je trouve pas qu'il y ait de cohérence d'idées dans le film. Je trouve pas qu'il y ait de cohérence thématique par rapport à ce qu'il veut raconter. Il amène énormément d'images symboliques, un petit peu comme quand tu fais dans une église, que tu vas voir une fresque avec plusieurs images qui racontent une histoire. Admettons, je vois un peu l'idée, en plus il parle le film en disant la fable, donc il veut l'amener un petit peu dans cette idée-là de je vais présenter des symboles, et à partir de ces symboles-là, nous allons en tirer la fable d'une époque, d'un univers, de tout ça. Mais je veux bien croire qu'il y a des images qui sont par essence
des images qui sont critiques de la société et tout. Et je trouve que par moments, elle marche. C'est des moments vraiment. J'ai pas donné mon avis global sur le film, j'ai pas aimé, mais Générique. j'ai pas aimé. Il y a des moments dans le film que je trouve incroyables. Donc c'est expliquer la duplicité de ce film. Et je ne crois pas à sa cohérence. Je ne sais pas ce qu'il me raconte. Je ne sors pas en me disant waouh, ce film critique ça. Autant même j'avais pas trop aimé Civil War. Parce que je trouvais que le discours était bizarre, autant je voyais très bien ce qu'il voulait dire. Je sais pas. Toujours pas, moi. Hein, je n'arrive pas. Tu vois, c'est une bande-annonce pour un Battlefield, moi, ce film. C'est ridicule. Justement, en fait, genre, c'est en parlant avec vous, j'ai l'impression que, genre, il y a un peu un truc de. Ce que je disais tout à l'heure, il a pas fait de choix, il a mis toutes les idées qu'il voulait. Et pour c'est la V1 de scénario. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Une take d'il y a 40 ans. Donc bon, forcément, c'est lourd. C'est même pire, c'est une V400, donc du coup, il s'est paumé au bout d'un moment. Ouais, tu refais le même truc, et en plus, il veut. Pardon, je veux pas te couper. C'est juste que ça se voit qu'il veut implémenter des trucs, des actualités de nos jours. Tu vois, il place, c'est vraiment le truc simple, aléatoirement des trucs Make America Great Again, trucs comme ça, au pif, mais c'est pas vraiment réfléchi. Encore une fois, il est vieux, donc il y a ce truc aussi. Justement, je trouve ça réfléchi parce qu'il y a quand même plein de métaphores, que ce soit visuellement ou dans les choix des dialogues, il y a plein de métaphores, il y a plein de citations un peu à la Matrix, même des fois, je trouve. Et en fait, pour moi, il y a vraiment un truc de. On dirait. Ah, pardon, c'était. J'étais trigger. Pas que ce soit comparable, mais bref, je veux dire dans l'esprit, dans le ton. Ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a c'est un peu comme une tornade d'idées, genre, et pour moi, il y a tout qui a été mélangé, et ça fait un peu un truc presque comparable à de la folie, parce que genre, c'est un bouillon de toutes ces idées qui représentent toutes les idées de la société un peu pour moi, et genre. Je sais pas, je trouve que du coup, c'est le bordel et c'est voulu que ce soit le bordel pour représenter le bordel de la société un peu. Bah, t'as raison, il y a un truc qu'on ne peut pas empêcher. Pas que ce soit bien fait et que ça marche, mais. Il y a au moins deux trucs qu'on ne peut pas empêcher au film, directement. C'est juste, on n'a jamais vu ça. Oui, mais oui. Justement. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un film comme ça. Non, j'ai une question, moi. Est-ce que vous connaissez d'autres films qui ont fait cela, c'est-à-dire de transposer l'Antiquité dans le présent ? Metropolis. Non, attends. Non, mais de prendre des personnages qui ont existé dans le passé, dans l'Antiquité, et de les transposer dans le présent. Je suis quasiment sûr. Avez-vous déjà vu ça dans d'autres films ? Je suis quasiment sûr. Quasiment sûr que oui. Après, de faire. Attends, il faudrait que je me. Bah ouais, Arsène Lupin. Tiens, ça me revient comme ça. C'est pas vraiment de l'Antiquité. J'ai pas jamais. Non, mais sérieusement. Bah oui, mais tu veux dire reprendre un personnage du passé et le transposer dans le présent ? Oui. Oui, ce n'est pas forcément original. Bah, ça existe où ? Dans Dark City ? Non, je suis en train de réfléchir. Parce qu'il y a un peu dans Dark City une histoire de rêve et d'architecture vite fait, donc du coup c'est pour ça que je cherche les liens. J'essaie de reprendre, mais je veux dire... De vraiment les délocaliser comme ça et d'avoir un discours qui est vraiment anachronique, quoi, tu vois. Moi je partirais sur... alors, c'est techniquement... Je n'ai pas d'autres exemples, mais... Moi ce serait... Enfin, j'en ai un autre, mais... J'avoue, comme ça, là, j'ai pas l'exemple qui me vient, mais cette idée ne me semble pas être... la première personne qui a eu cette idée au monde. C'est pas la première, parce qu'il y a des cinéastes qui s'appellent, c'est un couple de cinéastes qui s'appellent Huillet et c'est quoi attends, je l'avais noté parce que je suis sûre que je vais aller oublier. Ah oui, c'est Huillet et Straub, c'est un couple de cinéastes donc qui fait des films très intellectuels qui sont franchement difficiles à regarder, mais enfin c'est quand même intéressant, et là on peut faire le parallèle. Où notamment donc ils ont fait des œuvres dont une qui s'appelle Leçons d'histoire, donc ils transposent ils reprennent l'Antiquité dans des contextes contemporains, donc t'as des personnages t'as par exemple des personnages historiques, je sais plus lesquels, mais du genre César en fait, qui est transposé dans le présent, et en fait leur idée c'est de dire si on veut parler de l'Antiquité, on va pas le faire en faisant de la reconstitution. Percy Jackson. De la reconstitution, tu vois, comme vont faire les films qui ont un côté historique, mais justement en les mettant en ayant ce truc-là qui est un peu anachronique et bizarre. Et moi, à part eux, et là, Coppola, je vois pas... Après, il y a Fellini, Satyricon, par exemple, dont est pas mal inspiré, je pense... comment il s'appelle, Coppola, qui a fait ça. Il y a aussi un petit peu Pasolini, mais... Et moi, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. Et on avait une prof à Nanterre qui s'appelle Anne Violaine Houck,
qui elle a écrit un livre qui s'appelle... Attends, parce que j'ai noté son titre. Est-ce que je l'ai noté ? Désolée, hein, mais c'est juste qu'il faut que je dise le nom de son livre. Okay. Ah oui, donc on avait une prof à Nanterre qui s'appelle Anne-Violaine Houck qui a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Antiquité n'a jamais existé. Et elle parlait notamment de cinéastes comme Fellini et Pasolini qu'elle voyait comme des archéologues, enfin des cinéastes archéologues. Et je pense qu'on peut faire le parallèle avec Coppola. Et je pense que lui-même, en fait, c'est ce qu'il a voulu faire. Et donc, elle dit que notamment avec Satyricon ou avec Médée, en fait, ils réinventent l'Antiquité pour penser leur propre époque, notamment dans un contexte où il y avait toute une critique, où les cinéastes italiens de cette époque faisaient une critique du fascisme italien. Et aussi, notamment Pasolini, de la société de consommation contemporaine. Et il y a ce message-là qui existe aussi chez Coppola, de vraiment de la critique de la société contemporaine, et donc de reprendre des choses qui ont pu exister dans l'Antiquité, comme la décadence, ou tout ce qu'on peut voir dans le film, donc qui, à mon sens, sont vraiment très intéressants. Et c'est pour ça que c'est un film qui vraiment, en fait, est très éloigné du divertissement. C'est un film qui est analysé et qui, était pas là en train de. Voilà, c'est un essai pour moi. Ce n'est pas un film de divertissement, c'est un essai. C'est en ça qu'il est assez original et qu'on n'en a jamais vu, c'est que c'est vraiment un super objet d'analyse et de réflexion et qui n'est pas forcément allé vers l'entertainment. Mais vas-y, je vais. Et pourquoi juste après je finis, mais juste pour dire, c'est pour ça que le scénario, en fait, il est complètement éclaté, parce qu'en fait dans le sens dispersé. Non mais voilà. Non mais dans le sens où en fait il n'y a pas une histoire, et c'est vrai que c'est chiant parce que nous on est là avec nos scénarios, on a toujours une seule histoire, un seul fil conducteur, mais lui non, ses personnages, il y en a trop, on sait plus où il va, mais parce qu'en fait et c'est ça aussi qui en même temps est bien, c'est que finalement il va convoquer toutes les histoires, et l'histoire avec un grand H, et tout ce qui est un petit peu universel, qui existe, donc qui peut exister complètement partout. Et un autre truc aussi qui m'a plu. Attends, j'ai trop de choses sur lesquelles revenir. Après, je vais finir, mais ça va te plaire, Maxime. Il y a un parallèle aussi qu'on peut faire, par exemple, avec ce film, et je pense que c'est pour ça. Enfin, moi, je me suis dit, quand il y a une esthétique un peu dégueulasse, dorée là comme ça, j'ai l'impression qu'il se moque un peu des films comme Hunger Games ou les films de Snyder. Je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je pense juste qu'il avait pas assez d'argent. Parce qu'il n'avait pas assez d'argent, parce qu'il s'est pas produit. Il se moque un peu des, tu vois, des. Je crois pas qu'il se moque. Il y a un truc qui est ultra contemporain et qui existe aujourd'hui. C'est dans les films Marvel et tout ça. Oui, c'est ce que j'allais dire en rigolant. Les super-héros qui existent dans notre société, il y a tout un fanatisme sur les super-héros de l'époque, et qui en fait sont inspirés des dieux de l'Olympe ou des trucs de l'art romantique. Donc ça, c'est des traces aussi qu'on a du passé, de l'Antiquité, qui existent aujourd'hui. Et il y a, même si c'est pas dit clairement dans le film, pour moi, il y a ce truc-là où Coppola se moque un peu de ça, et qui donc il éclate complètement les conventions du scénario hollywoodien, parce que c'est ça aussi. Il éclate les conventions en se moquant des mauvais effets spéciaux. Non, là je parle pas des pas des effets spéciaux, Tu veux parler des conventions d'écriture, des conventions narratives, de narrative, quand on a toutes ces images dorées, le phénix par exemple, c'est un symbole qui est très présent dans Hunger Games par exemple. Ou si tu regardes techniquement c'est pas un phénix, c'est pas le même oiseau, c'est quoi dans Hunger Games? Je sais plus. C'est pas un phénix, c'est un jet moqueur. Voilà, ça, c'est un jet moqueur. Ouais, c'est un phénix, le truc il est en feu, c'est un phénix. Mais même mais ouais, en gros je vois où tu veux en venir. J'ai plusieurs points sur lesquels revenir si t'as terminé. Ouais. Ok. Désolé, c'était bordélique. Non, mais je vais revenir sur le dernier point. J'avais 3 points à dire, j'ai tout oublié. non, mais c'est vrai. T'es en train de dire qu'il éclate les conventions justement narratives pour proposer une histoire où il va multiplier les récits. Ça a jamais été vu, et en brisant cette règle-là justement, il amène une nouvelle façon de le raconter.
Voilà, c'est ça. ça dans il parle l'idée. pas d'une histoire, il parle de l'histoire avec un grand, l'histoire de l'humanité et des histoires multiples, voilà, que l'on peut retrouver dans plein de scénarios et qui persistent au fil du temps et donc des traces. Voilà, je trouve. Désolé, mon explication commence à être. Ok, mais je trouve justement, je comprends, je hyper trouve puzzle. juste, je vois et c'est intéressant de l'amener en objet. Je vais t'enculer, Tanguy. Je vais t'enculer. Et c'est pour ça que c'est le film le plus italien de Coppola. Plus que le parrain. Non, mais c'est Non mais c'est Pellegrino là. C'est la pause pub. C'est le podcast le plus bordélique qu'on ait fait. Il va bien avec. Il va bien avec le film. Excusez-moi, là, c'était le vent. Mais Non, mais il faut que vous vous disiez que c'est un peu ça l'expérience de film, tu vois, il se passe des trucs, voilà. Je trouve pas que ok, il peut briser les règles au sens où il va aller raconter plusieurs histoires en même temps, aller évoluer sur un point de vue qui est universel par rapport à son histoire, même si il y a quand même son personnage principal, ça reste César, ça reste l'histoire. En fait, je trouve pas que c'est à ce point qu'il brise les règles à ce point-là, parce que finalement, qu'est-ce qu'il nous raconte, c'est le scénario le plus conventionnel qu'on connaisse et qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée d'une personne idyllique, littéralement Jésus représenté par César, qui va arriver amener la vérité au monde pour le sauver de l'apocalypse, d'une société corrompue qui cherche c'est l'encart du début, c'est les gens vont se battre pour le pouvoir, c'est pour ça que Rome est tombée. Je n'ai pas l'impression que le film raconte quelque chose d'original en fait, et surtout que je n'ai pas l'impression qu'il raconte quelque chose de cohérent par rapport à son histoire. Qu'est-ce qu'il fait à part aligner des symboles, justement? Ok, dans un exercice formel, t'as raison, là je suis d'accord là-dessus, formellement c'est un essai qui est intéressant parce que il va le multiplier. Je suis pas du tout fan, mais c'est un essai intéressant, il y a rien à dire là-dessus, et pourquoi pas. Mais je trouve que thématiquement il ne fait que répéter des choses qui sont des conventions que tout le monde a acceptées il y a déjà 20 ans, et qu'il n'amène justement pas à travers une forme nouvelle, à travers une histoire et une méthode de narration nouvelle. Il n'amène pas des idées nouvelles derrière qui pourraient le sublimer. Donc pour moi, ni l'un ni l'autre ne peut être pilier de ce film. Ça se pète la gueule. On peut en réfléchir, mais à la fin je trouve que ce n'est pas efficace. Ah, ça, c'est pas efficace, mais c'est pas voulu comme être efficace, je pense. Pardon, Tanguy, vas-y. Je suis pas Du coup, je vais dire, moi aussi, le problème que j'ai, alors je vais venir sur un autre point après, mais avant, là où je suis aussi d'accord, c'est que la façon dont il a construit un film, c'est exactement comme un péplum. Le fait que ça commence avec le texte, les différents chapitres gravés dans le marbre, avec le narrateur qui raconte une espèce de légende. Et en fait, tout à l'heure, tu demandais quel film a fait ça. Et je viens de me rendre compte d'un truc, Furiosa. C'est exactement ça. Il a repris des codes de l'Antiquité dans Mad Max. Avec oui, exactement les conflits. Mais on n'a pas des personnages réincarnés dans le présent. Non, mais il y a des noms qui font référence. Genre, il y a des Mantus, il y a des Us, des machins, des Immortanes. Il y a cette notion. Même la notion de Vestal. La notion de Vestal est aussi présente dans Fury Road. Il y a ce truc-là qui revient et qui, je trouve, était un peu plus réadapté, qui justement se moquait un peu plus de ce tour-là, parce que c'était très, très humoristique la façon de faire. Mais c'est vrai que c'est un bon parallèle. Là où dans ce film-là, le truc que en tout cas j'ai ressenti, c'est que je vois toutes les références à l'Antiquité, je vois que c'est l'objectif qui est de faire ça, de peut-être un peu singer ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec toutes les autres idées qu'il a eues au fur et à mesure de son développement pendant plusieurs années, et au final ça reste un skin, pardon, en jeu vidéo, ça reste une image imposée pour un peu donner un côté un peu original, parce que c'est très cool, j'adore ne serait-ce que les costumes, dans les bons points on peut dire les costumes par exemple, un mélange justement de toge romaine avec d'autres uniformes, ou même d'armure aussi de centurion, c'est très cool. Si c'est il y a ce truc là il est stylé. où en fait tout le début du film est dans cette esthétique là, il y a des espèces de banquets, les toges comme ça, mais plus on avance dans le film, plus ça commence à disparaître en fait. Donc j'ai l'impression qu'il y a ce truc là où même par exemple réutiliser des figures historiques comme Cicéron et César, au final ils sont pas exactement utilisés comment ils étaient dans l'histoire. Alors après il faut pas se poser, mais ils cherchent pas à faire la reconstitution. Non, je sais, pourquoi les appeler César et puis faire un New Rome alors? Parce que moi ce que j'attendais, surtout quand on parle de lutte de pouvoir, c'est que César, encore une fois, bon c'est connu, il est mort, il s'est fait poignarder par tous ses partisans, on va dire, c'est peut-être pas mon terme. Et je me suis dit qu'il allait avoir un truc comme ça, pareil pour Cicéron, qui lui aussi, alors j'ai plus exactement l'exemple en tête, mais il y avait aussi des histoires de lutte de pouvoir assez importantes, et au final j'ai l'impression que c'est un peu juste des noms d'emprunt. Et je trouve ça un peu dommage dans le film. En tout cas, pour moi, personnellement, je trouvais que ça faisait un peu trop de surface. Mais je suis d'accord avec toi, Tanguy, c'est le deuxième point sur lequel, en effet, on revenait à ce que tu avais dit par rapport à ce parallèle. Et je trouve ça, pour rester sur cet exemple de Furiosa,
c'est peut-être presque plus subtil et plus intéressant d'appeler son personnage Furiosa ou Immortan Joe ou alors Dementus, qui sont justement pas des noms références au Valhalla, les trucs comme ça. Voilà, c'est pas des noms de personnes qui ont existé, mais on comprend que c'est des titres symboliques qui font référence dans leur nomination à des références plus de Grèce, de romantique, donc qui veut s'inscrire dans une histoire de notre passé à nous. C'est intéressant. Tu sais, les gardes prétoriens, tu sais, qui viennent de Rome aussi. Il y a ça qui ramène la mythologie. On reparle de Furiosa. D'ailleurs, achetez des DVD de Furiosa, faut que ça marche. Vous êtes pas les morts, vous êtes des connards. Un des meilleurs films de l'année, vos gars. Non, mais vraiment, ouais, un des meilleurs films de l'année. Un des meilleurs films de l'année, imbattable. Mais justement, il le reprend. Alors que là, justement, il va aller reprendre les noms, les stricts noms, César, Cicéron, Platinum, je sais pas si ça existait. Wow, Platinum. Non, c'est dans JoJo's Bizarre Adventure. Non, c'est Star Platinum. Ça va, vous avez la ref. Mais il va reprendre les noms directement, mais en fait, à quoi ça sert vraiment de reprendre ces noms-là et aussi de reprendre The New Rome si à la fin, l'histoire de César dans Megalopolis n'est absolument pas, j'ai l'impression, à part le nom, il n'a aucun lien avec César de la Rome romantique, parce que dans ce qu'a amené César dans la Romantique, je mets un petit disclaimer, je suis pas historien, je sais, c'est les passions humaines qui sont au commun en fait. C'est ça qui est universel. Je suis même pas forcément d'accord avec ça. Encore une fois, je mets un petit disclaimer, je suis pas historien, vraiment, je suis pas assez fort en histoire, je vais dire de ce que je me souviens, de ce que je me rappelle de mes cours, pardon. Mais si je me rappelle bien, quand même, César a pris le pouvoir par la guerre. Il a pris le pouvoir justement à Rome en allant faisant des campagnes de guerre immenses. Attends, Maxime, c'est qu'il y a eu plusieurs Césars. En fait, il y en a 7. Et là, d'accord, on parle de César le Conquérant. On parle de César le Conquérant. Non, là, on parle de César Catilina. Catilina. Je pense que c'est pas le même César, parce qu'il y a plusieurs Césars. En fait, dans l'histoire. L'opposition de César et Cicéron, il y en a une. Et César et Cicéron, c'était le César de César, ouais, le grand César de la Rome antique. Le César dans Mégalopolis, c'est pas le César vraiment guerrier, si. Bah si, c'est disons que ce n'est pas les mêmes armes, disons qu'il y a plus une histoire de pouvoir indirect, je suppose. C'est César qui a amené Rome à son état de grâce et qui l'a déchu. C'est le principe de base de Mégalopolis. Comment est-ce que c'est cet homme qui va amener une nouvelle cité et en même temps sa déchéance de par son envie de pouvoir? Pour moi, c'est évidemment avec César qui veut faire le parallèle, mais justement, je trouve que le parallèle n'est pas justifié par rapport à la vie de César. Alors peut-être, en effet, encore une fois, je suis pas assez fort en histoire pour amener ça, et j'en suis désolé de faire un podcast pour dire que je sais pas, mais peut-être d'autres liens peuvent être faits avec d'autres Césars, mais dans ce cas, pourquoi l'amener? Tu l'appelles ton personnage César, c'est pour faire référence à César, je pense. C'est bizarre comme terme. Ils se sont tous assassinés, c'est dingue en italien. Pardon, excusez-moi. Après, je me dis, vu que au début, tout ce qui est Rome, etc., est très présent, et alors que sur la fin, on le perd, peut-être que c'est une pure hypothèse, hein, je spécule un peu, mais que l'objectif était que le début commence avec ces références-là et qu'après, on le perde pour montrer qu'il y a une évolution dans leur société et que même si on part sur certaines bases, après on l'évolue, on les perd et on passe au-dessus et on essaie d'aller vers un truc plus utopique alors que de base c'est un peu plus dystopique. Oui, vu qu'à la fin Cicéron et César deviennent potes, voilà, et puis il y a un bébé au on milieu perd un peu ça et du coup on transforme une autre société et on passe... Ouais, mais en fait c'est ça où on en revient avec pas ça, mais... on revient avec le film, presque tu peux l'analyser comme t'as envie et puis faire ouais, mais en fait c'était en fait tu peux à chaque fois te dire mais soit en lien mais rien n'est en lien à la fin presque. Ouais, soit t'as une lecture très premier degré, soit troisième degré et tu peux... Mais tout ça pour amener quoi à la fin finalement, je veux dire, sur le message de la société, c'est-à-dire trouver du mégalon, SVP. Non, parce que c'est vrai que c'est le truc. Le mégalon, je t'avoue, j'avais presque oublié qu'il y en avait tellement, ça m'a pas... Moi, ça me paraît l'élément central, en même temps. Mais on n'en parle pas, genre, en fait, on m'a presque oublié. Le film oublie lui-même ses propres éléments. Il va passer une demi-heure sur cet événement-là, puis après on va oublier. J'ai fait une director's cut de 7 heures. On va pas l'avoir. Tu sais que pour moi, c'est vraiment ça. En fait, je trouve il y a vraiment un truc de les films, ça dépend en quelles conditions tu vas les voir pour l'apprécier ou pour que ça te touche et à quel point c'est écrit entre guillemets pour toi ou à quel point t'es la cible en gros. Et pour moi, il y a pas eu, enfin, j'ai la sensation quand je l'ai regardé, qu'il y avait pas de cible et que c'était genre
il l'a écrit pour lui, mais tu sais, pour mettre toutes ses idées et toutes ses critiques de la société et faire son director's cut et son bocal de toutes ses idées contre la société et toutes ses métaphores et tous ces trucs. Mais en plus, et pour moi, il l'a pas écrit pour les gens, et c'est pour ça que c'est pas efficace, comme tu disais tout à l'heure, c'est que c'est pas l'objectif, il voulait juste, comme elle a dit Léa tout à l'heure, faire une œuvre à part entière. C'est pas efficace, mais c'est pas le but pour moi. En sortant du film, on a été plusieurs à le comparer à Boys of Fred. On va dire que ça n'a aucun rapport. Mais en disant dans l'expérience spectateur, ça faisait un lien. Parce que Boys of Fred, pareil, c'était un film de 3 heures, expérience très désagréable. Ouais, mais tu comprends où ça va. Qui est pas du tout fait pour que tu kiffes ta séance. Mais tu comprends où ça va, tu comprends ce qui veut t'amener derrière. Il y a plein de mots, t'es en mode qu'est-ce que je regarde, mais en même temps, t'as capté cette direction. Le film porte quand même une cohérence dans son histoire. Et c'est là où il est super intéressant, parce que tu ressens cette cohérence-là. Et même dans énormément de grands films qui m'ont passionné, dont j'ai pas compris à un bal, j'arrive à voir quand je vois cette idée qui sort, cette idée derrière de cette grande ligne justement que j'essaie de suivre et qui te donne envie de chercher, d'aller plus loin. Et là, quand je sors de Megalopolis, je ne sens pas de grande idée derrière qui suit, parce que il y a tellement de moments qui tout d'un coup sont des grands moments de cinéma et des moments juste après qui sont d'un amateurisme presque, et tout ça dans un Glowy Bluga, comme tu l'as dit, mais qui n'amène pas à une idée cohérente. Pour moi, c'est pas le but d'avoir une idée cohérente, justement. Peut-être, t'as raison. Après, pas que ça marche ou pas. Mais s'il veut faire un péplum, s'il veut faire un péplum sur avoir une grande idée de la société, sur le futur et tout, pour moi, si, il veut amener un message, il veut amener une idée. Peut-être que son idée, c'est que ce soit le bordel et qu'il n'y ait pas d'idée, entre guillemets, tu vois. Là, on part un peu dans de la philo. Justement, c'est ça le truc, en fait. Pas que ça marche, hein, mais. C'est que j'ai, dans ce film, alors tu n'es pas obligé d'identifier à tous les personnages d'un film que tu regardes, mais je ne sais pas comment me placer par rapport au protagoniste de l'histoire. Pour moi, le truc qui est complètement fou, c'est le discours de fin qu'il fait avec littéralement tous les gens qui font leur manif, parce que tu comprends qu'il a détruit leur baraque. Alors oui, il y a de la manipulation de Shia LaBeouf, mais encore une fois, c'est pas clair du tout. Où le type te fait un discours sur « il faut voir le futur ». Il est au milieu d'un terrain vague avec sa maison ultra classe, avec un espèce de projecteur qui dit « oui, il ne faut pas, machin », je sais pas, il dit plein de trucs de grands discours, c'est un peu sortir tout et n'importe quoi, ils te mettent des images d'Adolf Hitler, j'ai l'impression que c'est un peu tout et n'importe quoi, je n'arrive pas à savoir si c'est pour se moquer, ou si c'est premier degré. Mais ouais, mais je ne sais pas d'où ça sort, parce que le reste du film, je ne vois pas un univers si fasciste que ça. Surtout, il y a d'autres moments, il compare Shia LaBeouf à Trump à un autre moment aussi, quand il lui met une casquette rouge et tout. Même ça, c'est pas clair, parce que le type est, en fait, quitte à vouloir faire un truc sur les conservateurs, tu vois, comme tu le disais, le personnage de Cicéron, je ne comprends pas pourquoi ils disent qu'il est ultra conservateur. Encore une fois. Et le personnage de Shia LaBeouf, entre le côté ultra hédoniste, machin, le type, il a littéralement les gens qui, entre guillemets, l'entourent, c'est le groupe le plus divers que j'ai vu de ma vie. C'est vrai. Il y a des croix gammées carvées. J'ai l'impression que tout est fait aléatoirement, en fait. Et c'est ça qui est pénible. J'arrive pas à savoir si c'est fait exprès pour justement être satirique. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée de vouloir placer le plus de thèmes possible. Sans compter avec le fait qu'il y ait un satellite de l'URSS qui se crache, et ça aussi. Je sais pas, peut-être que c'est un monde tous les trucs chelous dans le film. Peut-être que non, mais c'est pas pour faire une question d'incohérence. C'est juste que c'est aussi un truc où ça rajoute au développement. Pour moi, c'était simple et même très grossier. C'est juste que il y a des individus qui, comme Donald Trump ou Donald Trump, peut-être légèrement exagéré, mais en tout cas par le passé, Adolf Hitler, des gens qui ont énormément de pouvoir, enfin qui acquièrent énormément de pouvoir, que ce soit comme Donald Trump grâce à l'argent ou par d'autres raisons, voilà, qui peuvent conduire la société au chaos et au fascisme, comme ça a été le cas. Tu vois, c'est ce que je me dis, c'est que César Cattaneo, en fait, parce qu'il y avait beaucoup ce truc, t'en avais parlé, que c'était entre guillemets, il y a un petit côté une des classes. Alors oui, c'est vite fait, mais encore une fois, tous les personnages que tu suis, c'est littéralement, d'ailleurs, pour lier avec le concept des enfants, il y a un truc qui aussi, je voulais le dire au tout début, mais il y a aussi toutes des histoires de famille où ils sont tous liés par la famille, ils ont le mec qui gère la banque, entre guillemets, c'est le parrain, il y a cette histoire de prendre le pas sur les anciens. Pareil avec la mère de César, il y a tout ce truc là. Mais après ça c'est un truc qui était intéressant, parce que tu vois, en fait moi c'est ça, et merci parce que j'avais carrément oublié parce que ce j'y truc là. pensais, Mais en fait si tu regardes comment fonctionnent les mairies
en France, ou enfin dans toutes les villes du monde, c'est quasiment des mafias. Enfin, je veux pas lancer une polémique. Sur quoi on va là? Je suis très heureux, je n'ai pas prévu de disparaître. Mais que ce soit à Nice avec que ce soit à Nice avec Estrosi où on construit des immeubles hyper contemporains, qu'on détruit des zones d'agriculture dans les villes. C'est exactement ce dont il est question dans Megalopolis en fait. Ouais, mais il y a de ça. Et le truc aussi, pour la critique entre guillemets du fascisme, un truc que je vais rajouter, c'est que celle au journalière, pardon, je vous laisse. C'est que ils sont tous issus de familles qui sont très puissantes de base, et que pour moi la fin où justement il est tout seul en train de faire des leçons de morale à des gens qui, tu comprends, sont quand même dans une très grosse précarité. Je trouve que ensuite, pour vous parler de fascisme derrière, c'est un peu de truc de pouvoir. Je trouve que c'est un peu ridicule en fait. C'est pour ça que je trouve ça grossier. Moi, mais c'est ça qui est ridicule justement, c'est que t'as des gens qui font croire au peuple que ils vont réussir à les sauver, etc. Et donc qui tombent. Sur qu'au final, à la fin, ils te montrent que la ville est dorée. Alors peut-être que ils ont réussi et que le bébé c'est le futur. Je trouve ça. Qu'est-ce que je dois faire en fait? Qu'est-ce que je dois penser? C'est vraiment une fausse utopie pour moi. Enfin, c'est pour ça que c'est pas clair. Non, si c'est doré, c'est en or. Du coup, c'est de l'utopie. Mais tout le film est doré. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je sais pas, je veux savoir. En plus, comme tu as dit, on pourrait avoir. Il y a un moment, moi, dans le film, je me suis dit, bon, ok, je vais essayer d'avoir un peu une lecture un peu lutte des classes, parce que il y a quand même l'essence des personnages. C'est ça, Métropolis de base aussi, bon, qui est un petit peu référencé. Métropolis, en plus, c'est ultra ça de base, mais Métropolis. Et là, dans le film, en plus, t'as raison, on a que des riches, et on a que des histoires de riches entre riches. C'est comme l'ironie ultime, tu vois, d'ensuite faire le jeu de. Oui, c'est ça, et qui vont aller gouverner le peuple, monter le peuple. Je suis à fond. Et comment ça va se passer pour créer une société qui est décadente, qui va mal. Le problème, là où on peut pas avoir, ou alors une lecture de classe, ça marche pas, ou on pourrait pas l'avoir, c'est que déjà on n'a pas de vision des gens, du peuple, de qu'est-ce qui se passe, qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va mal dans cette société. C'est vaguement qui regarde des concerts de Taylor Swift, technique. Tu vois ce que je veux dire? Nickel, ça a l'air d'aller bien du coup. Enfin, qu'est-ce qui va fondamentalement mal dans cette société? Pourquoi est-ce que cette société est décadente? Qu'est-ce qui fait que ça? Pourquoi est-ce qu'il est conservateur, le gars? Justement, il n'y a aucune proposition sur le futur dans notre société actuelle. Parce qu'on ne construit pas ne construit plus le futur. Parce que proposition sur le futur, ça c'est de la théorie, mais ce n'est pas qu'est-ce qui va fondamentalement mal dans la vie des gens. Qu'est-ce qui fait que là, cette société va se détruire? Parce qu'on n'a plus de rêve. Désolé. Oui, parce qu'on n'a plus de rêve, parce qu'on c'est pas une conception sociale. Mais si on fait le parallèle avec l'architecture, ça peut être intéressant. Tu vois, par exemple. Ça me convient pas. Parce que regarde, tu vois, par exemple, les Allemands, les nazis étaient à fond sur l'architecture justement, et ont proposé de rebâtir un monde nouveau via une architecture qui serait issus de la Grèce, puisque eux-mêmes en fait prétendaient que les Grecs étaient des Allemands, quoi. Enfin, tu vois, ils ont carrément réinversé. Enfin, c'était complètement un discours. C'était les dieux du stade aussi, les dieux le film du stade, qui est culte. Leni Riefenstahl, ouais, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, il y avait toute cet imaginaire de l'antique. Et qu'est-ce que je voulais dire en fait par là? Et c'est que aujourd'hui, nous, en fait, si tu veux analyser la société via l'architecture, et c'est le propos peut-être que propose Coppola, qu'est-ce que notre architecture contemporaine nous propose, quoi? On a hérité de l'architecture des camps de concentration avec l'architecture moderne, donc on a construit que des lycées, des bâtiments, on dirait des camps de concentration. Et d'un autre côté, tu as aussi ces architectes, donc comme l'israélienne dont je parlais, Neri Oxman, qui sont dans l'architecture que l'on appelle biomimétique, qui vont donc essayer de proposer des projets un peu utopistes, même si c'est mal fait dans le film. En tout cas, il y a une cohésion avec le vivant. D'accord. Et après, il faut regarder sur Internet ce que va faire... Je dis juste par rapport à mon point que c'est pas l'architecture qui va déterminer la décadence d'une société. C'est pas parce qu'un bâtiment est beau ou joli que la société va se Ça reflète les valeurs de la société, mais ça reflète énormément de choses. L'architecture, ça ne dit pas sa structure fondamentale, comment elle marche. Parce que tu peux avoir... quand t'as une société qui construit des bâtiments en béton ou qui construit des bâtiments qui ressemblent à des camps de concentration, oui, ça dit quelque chose. Ouais, mais si
à l'inverse, de tu la vois, ces société, bâtiments, quand même. je suis d'accord avec toi. Et ces bâtiments qui servent aussi à loger des gens. Enfin, tu vois, c'est comment est-ce que tu vas. C'est pas juste. Oui, mais- Tu peux pas juste. Ça ne me convient pas d'amener ça dans le point en particulier du film, de dire juste, il y a pas assez de rêve, il y a pas assez d'architecture dans la rue. C'est pas ça qui va me montrer qu'est-ce qui va fondamentalement mal. Comment vont les gens, comment ils vivent. En fait, C'est il y ça. a- C'est Bah, ça comment tu comment ils vis, sont traités. c'est dans l'architecture, justement. C'est dans. C'est pas dans- de où l'esthétique, est-ce qu'on- l'esthétique, c'est comment c'est géré, qu'est-ce que font ces gens, comment Je comprends pas. Il y a une scène qui montre c'est ça. leur classe sociale. Il y a une scène qui Mais montre justement, ça. c'est Mais une pas juste question dans d'architecture. l'esthétisme. Mais si, si tu dis que tu vas mettre des gens pauvres dans des bâtiments qui ressemblent à des camps de concentration, les HLM, c'est une question de politique Non, c'est une question de sociale. comment ils sont. Oui, c'est comment ils sont traités. C'est une question de politique sociale. Oui. Mais la politique sociale, ça ne change rien de la politique sociale en fonction si tu les mets dans un bâtiment qui est beau ou qui est moche. Bah si, ça change énormément de choses. Ça peut changer. T'as raison. Ah, Ça peut- ça Fais peut changer- l'expérience ça de peut changer- vivre ça dans un peut- château et dans ça- un HLM, tu verras que ça peut- change oui, beaucoup mais de choses pourquoi sur ta vie. pourquoi est-ce qu'ils sont pas amenés dans un château? Les gens pauvres, Ouais. dans notre société Pourquoi contemporaine est-ce qu'ils sont aujourd'hui. pas. Mais parce que, Bah, justement, on a Est-ce que besoin les amener dans un château, ça résoudrait les problèmes d'économie? d'économie. Bah oui. Mais il y aurait plus autant de problèmes d'économie Mais pour eux, dans puisqu'ils ce auraient cas, ça change rien. Parce que c'est pas Mais si, ça changerait énormément de choses si tu ça mettais changerait. si tu mettrais les gens qui vivent dans la rue, Disons tu les qu'il mets y a dans. quelque enfin, chose dans l'esthétique globale d'un bâtiment qui peut, tu vois, par exemple, une facilité à juste faire des blocs de béton, à faire un truc comme ça. Là-dessus, je comprends. On peut avoir une perception qui peut aider, en fait. Le fait d'avoir du beau. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, encore une fois. Mais oui, je ne suis d'accord, pas le fait assez- d'avoir du beau, le vivre dans un bel environnement, le fait d'être confronté c'est à le de l'art et truc tout où, est intéressant. d'ailleurs, c'est la question que j'ai envie de dire. Développe de l'imaginaire. Et Par rapport Mais au tu sais matériau, d'ailleurs le que mégalon, dans- il est fait comment? Bref, on s'en fout. Mais le mégalon, justement, c'est l'objet antithétique du béton. Le mégalon, en fait, ça repose sur une sorte de rêve que pourraient avoir les architectes qui sont dans le biomimétisme. Donc, le biomimétisme, c'est une architecture, en courant qui essaie de mimer le vivant, donc de reproduire les formes, je sais pas moi, des méduses dans la nature, de faire des choses qui vraiment sont en symbiose en fait avec le vivant, donc Mais est-ce complètement que c'est écolo? à l'opposé. Ben oui, parce que t'as justement, comme Neri Oxman, il faut regarder ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Tu peux avoir des matériaux en fait qui sont plus que des matériaux recyclés, qui pourraient être, tu vois, avec, je sais pas, je dirais n'importe quoi, mais ça pourrait être des vêtements aussi qui seraient faits avec des Disons du algues. plastique. Il y a même il y a des architectes c'est exactement comme comment ça on fait, du qui, coup, ouais, voilà, ça c'est des matériaux qui existent et ça c'est des choses utopiques. Mais nous, dans notre société, quand tu vois, juste dans Paris, les bâtiments qui sont construits, on n'est pas encore C'est vrai que tout à fait dès que tu sors du là-dedans, centre, quoi. bon, Oui, voilà, non mais j'entends ce que tu veux dire, mais je trouve pas que c'est ça le point qui amène vraiment quelque chose d'intéressant. Mais je trouve que ça n'amène pas quelque chose d'intéressant par rapport à mon point, par rapport au système social et par rapport à ce que je voyais dans le film. Mais je trouve que c'est un autre point qui est vachement intéressant de façon générale, c'est qu'on parle d'une ville et j'aimerais bien qu'on soit confronté à de l'architecture et à des vraies idées d'architecture dans le film. Ça, c'est très intéressant. Ça fait déjà un moment qu'on est sur le film. Est-ce que vous voulez qu'on amène tous un petit truc pour conclure? Est-ce que vous... Allez, écoute, allons-y. On a déjà... Il y a beaucoup de trucs. Désolé, il va y avoir beaucoup de montage parce que Ouais, on est un peu reparti sur du... Oui, c'est ça. Ouais, pas pour la fin. Moi, il y a un dernier point sur lequel je me rends compte, j'ai même pas dit mon avis global au début du podcast, mais bon, peu importe, vous avez compris au fur et à mesure. Vous avez compris, hein. On a compris ton C'est ça. avis, Max. Mais moi, je trouve que j'ai dit plusieurs fois, et du coup, je vais le répéter quand même, il y a des vrais moments de grâce dans le film. Il y a des vrais moments de grâce. Moi, un de mes moments préférés, je crois, c'est quand il est dans le taxi avec Fishburne. Et que t'as ces grandes statues qui tombent comme ça, ces grandes statues qui s'effondrent comme ça. C'est Là, que je voulais parler pour ce que tu disais tout à l'heure de montrer, c'est un peu la seule scène où tu vois que les gens, il y a des trucs un peu délabrés, sauf que le mec va aller chercher un bouquet de fleurs. Donc au final, bon, oui, je sais pas, c'est son passé. Mais en fait, bon. le fait, et là, ça reprend un peu son idée d'architecture Léa, c'est vraiment cette idée que tiens, ces grandes statues qui représentaient du coup le beau, qui représentaient justement toute l'antiquité, toute la gloire d'une époque, tout ce qui est, des icônes qui sont carrément statufiées. Comment est-ce que ces icônes, ils tombent
il s'écroule, et en plus il s'écroule vraiment, tu vois qu'en plus il s'écroule comme des humains, quoi. C'est pas juste de la pierre qui tombe. Donc il y a vraiment cette idée que c'est autant l'esprit et la matière qui s'éteint, parce que ces quartiers, ces endroits ne sont plus investis, ne sont plus occupés, et tout d'un coup on a aussi une icône de la justice qui tombe dans la statue, donc on voit qu'il y a aussi des valeurs morales qui tombent dans cette pauvreté là, et tout d'un coup tiens, en une image qui est super belle, même si les effets spéciaux sont pas incroyables sur cette scène là, ça va, pour moi c'était les meilleurs, hein. Et oui, c'était les meilleurs, le film c'est parmi les meilleurs. C'est beau, ça a du sens, je comprends l'idée, ok, ça me va. Et là franchement, là c'est un moment où je dis ok, là j'ai tout ce que j'aime, là-dedans il y a tout ce que j'aime, j'ai rien à dire, je trouve ce moment très joli. Mais voilà, t'as d'autres moments où ça n'a aucun sens. J'aime beaucoup ce moment aussi où on a la météorite qui tombe et où on a l'ombre des personnes sur les immeubles qui apparaissent. C'est des bonnes idées, tout ça. Il y a des bonnes idées qui apparaissent, et puis après, juste après, tu vas voir la maquette faite par les gamins, et puis là, c'est dégueulasse. Donc, il y a cette inconstance dans le film. Moi, c'est cette inconstance à laquelle je reviendrai. Je pense pas avoir envie de le revoir, je vous mens pas. C'est juste que pour moi, c'est une sorte de bad trip, genre. Il a fait un bad trip sociétal un peu, et il en a fait de ce que j'ai entendu des rumeurs, c'est sûrement ça. Un truc comme ça. Non, mais c'est... je peux faire moi. Non, vas-y. C'est ça, c'est que bon, je suis content que ce film se soit enfin fait, parce que ça fait quand même partie des films comme le Don Quichotte, un peu de ça fait partie des films qui en fait ça fait tellement méritaient longtemps de sortir. Je suis content que ça soit au cinéma, mais encore une fois, il y a beaucoup de discussions parce que beaucoup des films de Coppola étaient détestés à la sortie. Moi, j'aime beaucoup Apocalypse Now, et je sais qu'il s'était fait démonter à la sortie. Il y a beaucoup de gens qui se demandent si peut-être que dans 20 ans on va réavoir une autre vision de ce film-là. Mais pour moi, en fait, tout est tellement daté dans ce film-là que je ne sais pas s'il va réussir à bien vieillir comparé à d'autres de ses œuvres. Il a déjà là, j'ai vu, il est sur d'autres projets, donc qui sait, peut-être qu'un truc un petit peu plus simple, ce serait le bon plan. Pour l'instant, je suis en train de faire les fins des cours, tu sais, genre, les participations, tu sais, genre, voilà, je suis déçu, en fait, je suis content de l'avoir vu, mais je suis déçu du résultat. J'ai envie de dire aux gens d'aller le voir quand même pour se faire une idée, mais c'est... Ouais, mais clairement. Je sais pas, je sais pas encore trop quoi en penser. Juste que moi aussi, je n'ai pas envie de le revoir. Mais je suis d'accord. Je déconseille, moi, par exemple, les films où je m'ennuie devant, au sens où j'ai déjà vu ça 1 milliard de fois. J'ai déjà vu ça 1 milliard de fois, c'est du repompé de ce que j'ai déjà vu. C'est juste me proposer, me vomir des images à la gueule que j'ai déjà vu ailleurs, qui ont été reprises, qui n'ont aucune idée, qui ne servent à rien. Bref, Marvel, quoi. Et de m'amener ça et puis de me faire croire que ça va être le meilleur film de l'année. Ça, je dis non, n'y allez pas, c'est nul. Un film comme Megalopolis, j'ai pas aimé, mais j'ai jamais vu ça. Il faut le voir. C'est bien. J'aime ça. Abonnez-vous. Moi, je débrouille tous très bien les acteurs aussi. Alors Quoi? Est-ce que c'est pas le bon moment pour passer au deuxième film de cette chronique, de ce podcast? Un film tout aussi attendu, peut-être plus même, faut dire plus récent. Je veux bien sûr parler de Joker Folie à 2. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé, Arthur? Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Le comédien raté Arthur Fleck rencontre l'amour de sa vie, Harley Quinn. Alors qu'il est incarcéré à l'hôpital d'État d'Arkham à la sortie... Alors qu'il est incarcéré à l'hôpital d'État d'Arkham. À sa sortie, tous les deux se lancent dans une aventure romantique vouée à l'échec. Joker, Folie à 2 est donc la suite du film Joker de Todd Phillips, sorti en 2019, qui avait fait un raz-de-marée à sa sortie, qui avait eu le Lion d'Or à Venise, qui avait surpris tout le monde, et ensuite qui a été vraiment un phénomène de société, un phénomène qui a amené par la suite une nouvelle vague un petit peu de films de super-héros comme The Batman par la suite, où on va aller dans un univers de genre de super-héros plus social, aussi plus stylisé, et la figure du Joker qui a été une des figures qui a été la plus réinterprétée au cours de ces 20 dernières années, 30 dernières années même. Ça doit être en 20 ans là, ça doit être au moins la 4e interprétation différente, cette fois-ci donc par Joaquin Phoenix, qui nous livrait du coup un Joker
qui était malade, dépressif, un Joker qui n'est pas encore le Joker, qui est donc Arthur Fleck, qui est pas le Joker, je dirais même plus. Qui n'est peut-être même pas le Joker, admettons, tout à fait. Mais c'est une figure qui a eu énormément de succès à sa sortie. Vraiment, ça a été un événement qui avait marqué l'année, c'était Joker. L'événement était d'ailleurs tellement fort que tout de suite, une suite a été lancée par le réalisateur. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la suite, donc très, très attendue. En plus, avec Lady Gaga pour faire une comédie musicale, qui n'était pas du tout le cas du premier. Alors, moi, j'étais très impatient de voir ce mélange des genres. J'attendais beaucoup le film, alors que j'avais moyennement aimé le premier. Et alors, qui a envie de commencer pour nous parler de, vite fait, son rapport au premier film et Joker? Je sens que... Tanguy, tu peux y aller, mais t'as l'air occupé, là. Tanguy, là, t'as l'air inspiré. Ok, vas-y, Tanguy, lance-toi, je t'en supplie. Tout le monde se tait, Tanguy. On commence par avis sur le premier film, du coup. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé le premier. Alors, évidemment, je sais qu'il y a plein de problèmes, je sais que ça repompe du Scorsese, mais d'autre côté, Scorsese a produit, hein. Le contre-argument, ça vous savez pas. Bref, c'était plutôt sympa, et surtout... ça a lancé une mode de réinterpréter des mythes de super-héros en dehors de juste faire de la franchise, qui s'était plutôt osé. J'ai bien aimé. Il n'y avait pas besoin de faire le suite. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire un 2. Bon, je pense que c'est un peu forcé par Warner, parce que ça a extrêmement bien marché, mais je vais revenir dessus. Et ils ont annoncé que ça allait être une comédie musicale. Alors moi, je me suis dit, ok, super. Bon, il y a tout le monde qui a chialé, mais eux, c'est des connards. Moi, j'aime bien moi, la comédie musicale, globalement, j'aime bien. Ils doivent avoir une idée. C'est assez radical pour que ce soit intéressant. Résultat, non. Ce qui m'a un peu déçu, parce que finalement, bon, je sais que tout le monde est en train de chialer là-dessus, c'est pas bien, les gens chantent, mais au final, j'ai pas trouvé que c'était si prééminent que ça. Et j'ai pas passé... ça m'a pas autant... J'ai pas trouvé ça autant intéressant que le premier, sur beaucoup de points. Néanmoins, ce que le film essaye de faire, je trouve est très intéressant. Mais je vais revenir dessus après, je laisse la parole à mes camarades. Je m'étouffe un peu et j'arrive. Alors, le premier Joker, alors j'avoue que ça fait longtemps, je me rappelle pas très bien, enfin longtemps, mémoire de poisson rouge, mais j'avais bien apprécié comment ça avait été traité, même psychologiquement, la pseudo-maladie du Joker, etc. Enfin, tout son aspect psychologique, j'avais bien aimé. Et je trouve que ça a quand même assez bien évolué dans le deuxième, parce que pour moi, il y a un autre stade de sa psychologie qui est atteint. Et moi, l'aspect comédie musicale, j'aime pas. J'avoue que c'est pas un truc qui me touche, c'est un truc qui me... T'aimes pas en général ou t'aimes pas dans le film? J'aime pas en général. Okay. C'est pour ça que là-dessus, je suis pas très... Donc tu n'as pas de cœur, déjà. Voilà. Non, j'ai un peu du mal avec ça. Pardon. J'ai un peu du mal avec ce truc de comédie musicale, mais pour autant, je trouve ça intéressant dans celui-là. C'est ça qui est drôle, même si c'est pas un truc que j'apprécie. Quand il chantait, j'étais là, arrête, je t'en supplie. Mais je trouve que ça amène un truc un peu intéressant il est dans son rêve, etc. Et c'est tout, du coup, c'est comédie musicale et tout. Mais je trouve que des fois, ça prend un peu presque trop le dessus. Lady Gaga prend presque trop de place par rapport à lui. Bref. Mais donc voilà, donc un avis plutôt mitigé, mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes quand même dans le 2. Ok, très bien, plutôt mitigé aux deux avis finalement. Moi j'ai pour le coup vraiment pas aimé ce deuxième film. Je crois que j'ai vraiment pas aimé en réalité. Le premier, on pourrait déjà juste... je vais revenir sur ce que tu as dit Tanguy, c'est très vrai. Le premier se suffisait à lui-même et déjà le premier pour moi, tous les problèmes du 1... pour moi se déporte totalement dans le deuxième et juste il le répète et il fait pire. Ah bah, je dirais plutôt qu'il les règle à moitié. Moi je trouve qu'il les... oui, je sais où tu vas en venir. Bah oui, parce que je te laisserai développer ça parce que c'est une idée super intéressante qui va venir juste après. Mais t'as des choses en tête spécifiques de problème du premier? Déjà, moi, le principal problème, c'est que je m'ennuie et que je sais d'où vient la cause de mon ennui. Je veux bien, parce que moi, je me suis un peu ennuyé, j'arrivais pas trop à savoir d'où ça venait. Et bah pour moi, ça vient de son comédien principal, ça vient de Joaquin Phoenix, principalement, parce que ce soit dans le 1 ou dans le 2, ce que je ne supporte pas ou ce qui m'ennuie vraiment et ce qui vraiment m'ennuie, c'est que on est beaucoup trop focalisé sur Joaquin Phoenix, sur ce perso. On passe vraiment... Je rappelle que si Joker est devenu célèbre, le premier, c'est vraiment pour ses 20 dernières minutes. Le film fait presque 2 heures, le premier. Il y a quand même 1h30, 1h40, où on ne fait que filmer Arthur Fleck
qui est en dépression, qui sait pas ce qu'il va faire de sa vie, qui déambule et tout. Parce que ça pourrait être avec c'est l'objectif. Tu renforces mon point en disant ça parce que c'est exactement. Et tu répondras après. J'ai très envie d'entendre. Mais moi déjà, c'est pour chose qui m'ennuie, c'est que je ne vois que Joaquin Phoenix qui va faire des énormes états d'âme derrière qui va juste surjouer ce personnage, en faire des caisses à toutes les scènes. Et moi, ce que j'aimerais juste voir dans ce film, c'est d'autres personnages. J'ai envie qu'il y ait une vraie intrigue. J'ai envie de voir d'autres personnes. Je trouve que on est focalisé sur lui, mais autant ça pourrait être intéressant. Il y a des films sur lesquels on est entièrement focalisé sur un personnage et c'est ultra prenant. Mais là, non, c'est une répétition éternelle, je trouve, de la même chose, du même état d'esprit, de la même séquence qui est cette ambiguïté de je suis un personnage qui souffre, je suis inadapté socialement, j'ai une maladie qui me fait rire quand je suis gêné, donc quand j'ai envie de pleurer, je rigole. Et l'idée de base d'ailleurs est super cool, trop bonne idée. Mais qui du coup est abandonné dans la suite. Mais qui en plus de coup dans la suite, parce que tu apprends que c'est un truc un peu différent. Mais justement, on y reviendra juste après. D'accord, très bien. Attends, c'est horrible parce que plus on en parle, plus je suis en train de dire qu'en fait les deux c'est parfait. Ok. S'il y avait pas la partie chanson qui sert à rien. Tu vas me contre-argumenter parce que ça me fait très rire parce que j'ai l'impression qu'on est les deux films là qu'on a traités, c'est l'opposé. Genre t'en as un où il y a tout trop et il y en a un où il y a un truc. Il y a un truc très spécifique. On a les deux opposés, c'est très drôle. C'est très vrai, t'as raison. Là il y a vraiment un seul truc, c'est Joaquin Phoenix qui veut jouer le Joker et qui va d'ailleurs je vais te défoncer. Quoi je merde. Quoi Tanguy est dissipé. Mais c'est surtout qu'on reparlera pas en plus. Il y a eu pas mal d'affaires qui sont sorties avec Joaquin Phoenix là justement qui a fait des dingueries, qui était apparemment infernal sur le plateau. Bref, c'est d'autres histoires après. Il mange. Moi, je t'écoute. Il se nourrit. Enlève ça. Je me nourris pas. Enlève ça. Je l'entends ici. Oh merci beaucoup. Maxime, t'inquiète, on arrive. On mange un chewing-gum. Non, vous allez pas manger un chewing-gum. Non. Je rigole, c'est pas vrai, je le mange pas un chewing-gum pendant qu'on parle, bon Mais je le fais plein de fois. Je le garde pour après. Non, je le mets de côté. Après. D'accord. Allez, c'est la Je le 5e mets dans ma poche. Ok, allez, c'est la 5e fois qu'on coupe là. Pardon. C'est moi qui monte cette merde, je vous rappelle. Pardon, vas-y. Je sais plus ce que je voulais dire, bande d'enfoirés. Et c'est focus sur le perso. Joaquin Phoenix. Et voilà, et Joaquin Phoenix, et c'est surtout ensuite, tu pourras l'amener Tanguy, mais c'est même presque pas une vraie interprétation de Joker, au sens où qu'est-ce que le film veut nous mettre pour le coup dans une espèce de personnage qui est défavorisé par la société, parce que la grande phrase du film c'est nous vivons dans une société. C'était c'est pas la grande phrase du film, c'est ce qui arrivait sur internet, c'est le même. C'est un même qui existe depuis très longtemps, mais qui a été repris avec Joker. Mais justement ça fait partie du tout. Mais en fait c'est presque, je trouve que Joker est encore plus intéressant de voir comment il a été réceptionné que le film en lui-même. Exactement. Oui, moi je trouve que c'est encore plus intéressant. Exactement. Et le deuxième ne réagit que à ça. Je n'ai pas d'exemple qui me revient en tête d'un film qui a autant, je vais être un peu politique, mais qui a autant été revendiqué par une communauté de droite qu'une communauté de gauche, tu vois. Qu'il a vraiment été autant dans un délire de classe sociale, autant que dans un délire de un peu Tyler Durden, je nique le monde, je vais aller et buter des gens. Il y a cette espèce où tout le monde s'est ressenti un peu représenté, alors qu'en réalité je trouve que thématiquement le personnage n'est ni l'un ni l'autre. Pour moi il est juste un peu taré. Non mais justement je pense que c'est justement ça dans le premier, et en soi c'est un peu ce qu'il en parle là, c'est que c'est un concours de circonstances d'un type qui est vraiment au plus bas de l'échelle, que ce soit social ou même sociétal, enfin social et sociétal, tu vois, dans le sens où déjà c'est un rebut de la société, mais en plus il est très pauvre. Ouais. Il est handicapé, qui en fait a fini par un concours de circonstances en voulant, a fini par un concours de circonstances à en fait il a créé un effet boule de neige indirectement qui l'a un peu propulsé. Il a essayé de se créer une nouvelle identité par rapport à ça, et c'est un truc qui va être important pour la suite. Et après les gens ont pris ça à leur sauce en montant ouais c'est un révolutionnaire et tout, mais justement c'est pas le cas, et c'est un truc que tu revois dans tout le film justement. Tu parles du 2 ? Bah dans le 2, et que tu pouvais comprendre dans le premier, et qu'il y avait beaucoup de débats, mais parce que c'est ça complètement ce qu'on peut ressortir principalement, j'ai l'impression, dites-moi si vous êtes d'accord, des deux films, ça reste quand même comment est-ce que en effet on va créer une icône, et comment est-ce qu'on va croire en une icône dans laquelle en fait une icône, mais une fausse icône presque, parce qu'Arthur Fleck reste en effet, comme tu l'as dit, quelqu'un qui est au plus bas de la société, qui du jour au lendemain va s'élever pour devenir une espèce, du jour au lendemain, enfin s'élever, justement pas s'élever dans les 5 dernières minutes du putain de film, mais bon, je vais venir. Mais comment est-ce qu'il va devenir une icône
comme ça, révolutionnaire, presque social, Kill the Witch, bro, qui fait ça. C'est l'accumulation de tout ce qui dans sa vie a fait ça a raté dans sa vie, l'accumulation de tout ça et qui a créé à la fin le grand spectacle à la télé qu'il a fait. Moi, j'aurais presque envie de dire la même chose que pour Megalopolis, mais j'ai l'impression que c'est plus un film de ressentiment presque qu'un film qui va t'amener une vraie vision claire ou établie de la société. En fait, je trouve pas que... J'ai l'impression qu'il se le voudrait, Joker, être un film social sur la difficulté de vivre machin dans la société aujourd'hui. En réalité, je trouve pas tellement que c'est le cas, parce que je trouve pas... Déjà, ça se passe là de nos jours. Parce qu'en fait, encore une fois, on est tellement omnubilé par la situation psychologique du personnage principal qu'on ne se pose pas la question de mais comment ça marche, quels sont les gens autour de lui, comment qu'ils font, de voir que c'est pas que lui, qu'est-ce qu'ils font autour, parce que les gens qui font des manifestations et tout, pourquoi ils font des manifestations, et tout ça, il y a plein de trucs où je trouve que c'est pas très clair en fait. Et qu'est-ce que tu veux critiquer du coup, parce que c'est facile de faire des manifestations, mais pourquoi à la fin, du coup pourquoi les gens ils sont énervés à la fin, pourquoi est-ce qu'ils vont suivre le Joker, mais je suis pour, mais pourquoi, mais enfin bref, il y a plein de trucs comme ça où c'est des bonnes questions que j'aimerais qu'on réponde, mais non, parce qu'on va voir Joaquin Phoenix danser devant un miroir en mode voilà. Ils l'ont axé plus psychologique, mais je trouve qu'il y a des fois où presque il reste un peu en surface du psychologique. Enfin, c'est un peu le psychologique pour les nuls, et du coup c'est frustrant effectivement qu'il n'y ait pas le côté social qui soit traité vraiment. Je vais être très méchant, mais il faut voir le public. Faut voir le public qu'ils attirent, parce que le public habitué blockbuster super-héros, souvent la critique de base c'est ah ouais, l'acteur est trop grand et trop petit. Alors pour commencer à faire un truc un peu profond, c'est très méchant, mais je vois ça tellement. Je vois ça déjà avec les critiques de celui-là où ça se concentre juste sur l'aspect comédie musicale, qui n'est clairement pas le problème principal du film pour moi, mais non. C'est très méchant ce que j'ai fait, mais je vous emmerde. Ok. Non. Mais je suis tout à fait d'accord, et pour aller justement peut-être sur le deuxième, parce que c'est un peu toute l'ambiance, pour moi le deuxième du coup j'avais plein d'idées en tête où j'aurais aimé qu'il aille, mais en fait la principale chose pour laquelle je m'ennuie et que j'aime pas, c'est que il a le même structure narrative que le premier, c'est-à-dire que le film fait 2h20 et il y a peut-être sur 2h20 il y a 1h40 où Arthur Fleck refuse d'être le Joker, refuse d'être ce qu'on a envie de l'associer et tout, et qu'il ne le fait pas, et au bout d'un moment, vu que tout le monde est en mode soit Joker, il fait ok, d'accord. Et c'est décevant d'un point de vue de film, juste un point de vue de film un film de ressentiment, tu vois, un film de merde, c'est quoi le terme, ce que Juan avait tatoué là, c'était... Oh ouais. Je vais regarder s'il y a des photos de lui. Non, pardon, merde, comment tu sais quand tu veux projeter un sentiment, projection. Non, c'est pas une projection, c'est quand tu te projettes tes sentiments dans l'œuvre pour les tu te projettes plutôt pour les tu t'identifies. Non, c'est l'extraction et que c'est... Sublimation. Non, c'est quand tu veux... Merde. Dégustation. Putain, je crois que je vois ce que tu veux dire, je l'ai pas. Ce mot. C'est quand tu veux... Déflagration. Tu veux... c'est quand tu vois un truc violent et que ça te sert de... Hydrocution. Le miroir, quoi. un peu ça te sert de... Cathartique. Voilà, c'est cathartique. Cathartation. J'avais pas. Voilà, pardon. Même en tant que film cathartique, je trouve qu'il fonctionne pas trop, parce que il nous montre un personnage pendant très longtemps accumuler de la colère et de l'angoisse et puis tout ça, pour qu'à la fin, finalement, il fasse un truc qui soit pas si cathartique que ça, parce que t'as envie qu'il devienne ce grand Joker et il ne le devient jamais. Et en même temps, tu me diras, c'est peut-être intéressant parce que du coup, Todd Phillips a pas du tout envie de l'incarner en tant que grand icône. Non, justement, c'est que beaucoup de gens s'attendaient à ce que ce soit un énorme criminel, un peu comme dans les BD, qui fait des vraies dingueries, sauf que c'est pas ça le personnage, ça n'a jamais été ça. Donc les gens qui s'attendaient à ça, je ne comprends pas qu'ils soient déçus maintenant, parce qu'encore une fois, quand tu vois le personnage, comment tu le suis, et c'est pour ça que je pense que dans le 2, ils ont mis à fond la carte du ce type ne va pas bien, en fait, ce type n'est pas, non pas qu'il est méchant, machin, ouais, il est perdu, il faut l'aider, mais ce type là, oui, voilà, c'est un type, en vrai c'est un enfant, c'est un enfant dans un corps d'adulte qui ne sait pas comment gérer sa vie et qui ne fait que rêver une vie fantasmée et qui se sert de, entre guillemets, son image de Joker, c'est-à-dire toute la discussion. Et c'est pour ça que ça m'a un peu surpris quand le film commence et qu'il y a cette espèce d'interview où ils disent oui, votre double personnalité, parce que c'est un truc qui n'a jamais été abordé. Et d'ailleurs, c'est pas une histoire de double personnalité, c'est juste que, et même dans le cartoon, parce que le film commence par un cartoon au début, il y a cette histoire où cette espèce d'ombre de personnage qu'il a voulu créer, où il se sentait fort et qui a directement du coup influencé tous les
mouvements un peu sociaux qui sont dans Gotham. Et tous les déguisements d'Halloween. Il se rend compte justement vers la fin du film que ça ne le protège pas parce qu'il finit quand même par se faire péter la gueule. Ouais, complètement. C'est pas que ça l'a pas protégé, c'est que ça l'a poussé à faire n'importe quoi. Et au final, il s'est pris dans son propre jeu, quoi. Il s'est perdu. C'est surtout lui qui, ce personnage-là, qui en fait, oh mince. Attendez, j'ai oublié le phrase. Catharsis. Oui, voilà. C'est surtout lui qui en fait, en voulant essayer de trouver une espèce de sens, de refaire sa vie, une espèce de sens, a fini par se perdre complètement. Et c'est le truc il allait trop dans l'extrême. qui est intéressant justement dans ce film là, et pour moi ça règle certains problèmes, c'est que il est obligé pendant le procès, parce que oui c'est surtout un film de procès, encore je sais ça doit être le 6e cette année, il est obligé d'être mis face aux faits, face aux tous les anciens personnages qui étaient dans le premier et comment ils ont réagi par rapport à ça. Moi il y a une scène que j'adore dans le film, c'est quand il est face à son ancien collègue, tu sais, qui est de petite taille, qui en fait je trouve est parfaite parce que il est un peu face à lui-même, et lui qui décide de se représenter parce qu'il a envie de faire son show. Il commence, il est en train d'être poussé en retranchement, il est en train de dire ouais sa femme elle le battait, sa mère le battait, c'est quasiment pareil, on verra, analyse et tout, sa femme le battait, les gens aimaient pas, elle sortait qu'avec des types un peu violents. Il y a ce truc là où il est obligé de se ressortir le Joker, et au final il se rend compte que il fait ses vannes, bon les gens rigolent parce que voilà, c'est ce qu'ils attendaient. Ils voulaient que ce soit un spectacle. D'ailleurs, un truc débile. On sait pas si les gens rigolent ou si c'est dans sa tête qu'il y a des rires de. En fait, ça c'est aussi un des trucs qui me gêne, c'est que comme à cause dans le premier, quand il y a l'histoire où oui, il sortait avec elle, on sait pas, avec la fille. Du coup, maintenant tout peut être justifié par ouais, mais il rêve. Et ça, c'est un peu chiant. Après, je trouve on voit quand même quand est-ce qu'il rêve. Oui, justement, là, c'est beaucoup quand plus. il est en prison, qu'il se met à danser, à chanter, en fait, c'est beaucoup plus carré, justement. Ouais. C'est ça qui est quand même très bien. Et là où je veux aller, c'est que il finit en faisant tabasser. Il retourne au procès. Et il dit, bah écoutez, bon, à la base, je voulais faire une espèce de tirade et tout, rigoler, enfin, faire un peu les conneries de Joker, quoi. Mais au final, non. J'ai tué ces gens-là, j'ai tué ma mère, j'ai tué machin, je suis Arthur Fleck, je suis pas, y a pas de débat, le truc à avoir. Il le dit, justement. Et tous les gens dans la salle qui le suivaient, qui applaudissaient, parce qu'ils le voyaient comme une bête de foire, ça a toujours été le cas, un vrai clown pour le coup, ils sortent. Et je vais venir au personnage d'Harley Quinn, qui est en fait littéralement le public par rapport à Joker, notamment après la statue de Joker. C'était en 2019 qu'il est sorti, et bon, nous on est en 2020, on a eu les gilets jaunes, mais le personnage, le côté entre guillemets militant machin, enfin qui n'est pas du tout ce que le personnage voulait en lui-même, lui voulait juste un public, a été repris dans plein de manifestations. Tu voyais ça au Chili, dans le Lebanon, à Hong Kong. Beaucoup de gens veulent les déguiser. Il y a carrément un bar que je fréquente avec des potes, un truc latino, où il y a le mec, il est carrément dessiné sur un des murs. Et c'est devenu une icône indirectement par les mêmes, par la façon dont les gens en parlaient. Même devenu un peu un personnage un peu comme les mecs qui sont un peu fans de Drive et tout, qui s'identifient. Bon, il y a rien. Au hasard. Le tableau de Drive dans la chambre de Tanguy qui affichait comme une croix sur le mur, vraiment. Il est vraiment sous nos yeux. Ça, Ryan Gosling. T'as cette espèce en fait d'image qui a été créée de, bah pour le coup, ce qui est devenu un personnage culte. On a beau pas aimer le film, c'est devenu un personnage culte de cinéma. Il y a carrément des livres qui sortent sur un peu l'histoire du cinéma où c'est lui qui est affiché. Et au final, Harley Quinn représente ça dans le film. Elle représente la vision qu'a les gens. D'ailleurs, un truc qui est intéressant, c'est que t'apprends qu'ils ont fait un téléfilm sur lui dans l'univers de ce film. Ouais. Et que cette histoire de oh j'ai vu le film 5 fois, j'adore, je suis trop fan, c'est fou, il refait les gestes, l'escalier est devenu un truc culte. C'est alors que intéressant. en soi l'escalier, pourquoi est-ce que les gens dans cet univers connaîtraient le fait qu'il y ait dans ça sur un escalier, tout le monde s'en fout. Ouais, en plus mais il y avait dans personne. le monde réel, il y a des centaines de gens qui prennent des photos à cet escalier parce que c'est devenu culte. Ouais. Ces gens-là représentent en fait, et c'est pour ça que malgré le fait qu'il y ait... Putain, je suis allé très très loin, c'est quasiment mais t'inquiète, c'est bien, malgré le fait que je fais un coup de problème, pour moi comédie musicale ne sert à rien, Diane n'est pas très présente. Mais en fait, c'est normal, parce que c'est littéralement remettre à zéro, en fait, la vision que les gens ont dû avoir du personnage. Alors, c'est un peu simple de faire ça maintenant, mais... Ah oui, pardon, excusez-moi, je me paume. Beaucoup de choses à dire. C'est la réalisation que j'ai eue hier soir, j'ai passé 1 heure là-dessus. Et on spoil, je peux dire la fin du film. Alors qu'il est abandonné par tout le monde, il finit par se faire tuer par littéralement un ersatz de Heath Ledger. C'est-à-dire qu'un type qui a vraiment ce look de Joker, mais comme les gens le voudraient, comme dans le comics, que les gens s'attendaient à ça. Genre un peu beau gosse, avec qui sourit à fond. Pas beau gosse forcément, mais ce côté où il raconte une blague, il rigole, il se fait arriver comme un fou, et tu le vois dans l'arrière-plan, dans le flou, en train de se taillader. Le type le personnage d'Arthur Fleck, qui était justement un personnage qui était voulu comme un peu... bon,
que ce soit, c'est un débat si c'est bien ou pas bien fait, un type, un simple qui se fait écraser par la société, s'est fait écraser par l'image du Joker que les gens ont carrément. Qu'il avait créé lui-même, et son monstre, il l'a dévoré lui-même, en fait. C'est ça, dévoré lui-même. au final. Et c'est un truc que tu vois même dès l'intro où justement il est en train de se battre. Il le résume de ouf. Et c'est ça pour moi qui fait que ce film, je pense que fusionner les deux en retirant les parties chansons, ouais, je suis un peu d'accord, fait que ça, c'est intéressant. C'est un fait qui est intéressant, et pour moi, ça se sent que ce film-là, ils ont été forcés à le faire. Oui. J'étais persuadé qu'avec le côté musical, c'était une vraie volonté, mais finalement, en voyant le film, j'ai l'impression que j'ai l'impression de voir un DLC, tu vois, pour dire comme dans un jeu vidéo, c'est un truc en plus. Clairement. Mais pour moi, c'est ça qui rend le truc intéressant. Tu parles du principe que justement, c'est la réaction du public par rapport à ce personnage, ça te sauve beaucoup d'éléments du film. C'est intéressant parce que d'un côté, le premier, c'est vraiment comment est-ce qu'on va réinterpréter la figure du Joker dans un nouveau contexte social et aujourd'hui. Et là, le deuxième film, c'est comment est-ce qu'on réinterprète le film Joker qui était une réinterprétation du personnage du Joker. C'est ça. Ce qui pouvait être la seule voie logique. C'est un film presque, c'est vraiment, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est une mise en abîme, évidemment, et pareil, de contexte, quoi. C'est vraiment, ça parle de la société du cinéma et du cinéma et du monde du cinéma en général. Et comment est-ce qu'on réagit à ces icônes-là et comment est-ce qu'on les travaille. Donc ça, c'est super intéressant. Tu vois, même par rapport au personnage d'Harley Quinn, c'est une meuf qui, du coup, comparée à d'autres adaptations, enfin, quoi qu'ils ont gardé des liens, c'est littéralement une meuf qui se fait passer pour une espèce de folle, pour se faire internet. Il y a tellement de types après le Joker, ou même de meufs qui se sont partis en mode, bon, même après Harley Quinn, les trucs, oh, t'as vu, je suis tellement dark, machin, tellement de gens qui se sont inventés des trucs, en fait, des maladies, des trucs comme ça, et ça parle un peu de ça, en fait. Mais ça... Ce qui va venir au mauvais point du film qui fait que c'est quand même une viande de scénario. Mais en plus, il y a plein de trucs qui ont pas la façon dont l'autorité fonctionne dans cet univers, mais on en parlera après. Il y a pas de trucs qui fonctionnent pas aussi, mais j'ai fait mon analyse et mais t'as raison aussi, c'est super intéressant vu qu'aujourd'hui on a encore une fois grâce à Marvel et tout ça, j'ai l'impression que vraiment dans tous les débats il y a le poids Marvel, à un moment ça me fume. Mais parce que c'est les plus gros films qui se vendent aujourd'hui, donc c'est le top de la société. Parce que typiquement quand ils ont annoncé une suite, les gens s'attendaient une suite à Marvel où ça va plus fort et oh ça y est, c'est un criminel de génie, mais non, c'est pas un génie, c'est un abruti total. C'est un mec perdu qui s'est fait méchant, dépasser. c'est un type perdu, mais il y a des scènes qui sont... Et je trouve que dans ce film-là, alors il y avait des scènes qui étaient bonnes dans le premier, mais dans celui-là, t'as vraiment des scènes où tu te dis, putain, c'est pathétique, il est triste. Ouais. Oh là là, où tu te sens même pas... c'est long. C'est pas de l'empathie, c'est juste que t'es triste pour lui parce que tu vois que c'est débile. Genre quand il se lève et pendant une interview, qu'il se met à danser, ah oui, dans sa tête, ça a l'air cool. Mais c'est cringe. Tout le film est gênant. Ça te met mal à l'aise, mais parce que tout le film est gênant. Mais pas gênant parce que le film, c'est mal fait. Alors, peut-être un peu, mais parce que j'ai l'impression que c'est fait par design, en fait. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, tu vois. C'est que quand est-ce qu'il va enfin devenir le Joker face à son procès et qu'il prend sa défense et qu'il fait sa défense lui-même? Pourquoi il fait un accent à Denzel Washington? Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas. Oui, mais tu vois, tout le monde attend tellement ce moment que même toi, tu te dis, ouais, peut-être qu'il va vraiment être possédé par une espèce d'inspiration du Joker. Peut-être que quand il se met ce maquillage-là, peut-être qu'il va vraiment arriver à se défendre et tout. Non, parce qu'il se force. Et en fait, le fait que ce soit cringe et que nous, en tant que spectateurs, on voit, ah ouais, non, il assure pas du tout, il dit de la grosse merde. Mais moi, ce qui me faisait trop kiffer, c'était que là, les gens autour sont en mode, mais super, vas-y, c'est génial. Et là, pour moi, le film raconte quelque chose que j'adore, raconte quelque chose sur le cinéma, sur Marvel, sur plein de choses. C'est comment est-ce que on va croire en quelque chose qui est objectivement nul, mauvais, qui est objectivement faux, mais que, puisqu'on adore cette icône, qu'on adule le Joker, et ben, il peut être là, il fait son show, on est content, alors qu'il est nul. Il est complètement nul. Ça. Et moi, la séquence qui va suivre juste après, qui est une de mes séquences préférées du film, c'est-à-dire quand il y a la bagnole qui explose, il sort, et puis après... il dit, ouais, t'inquiète, on aime toujours, les mecs qui l'embarquent. Et puis moi, j'aime bien, parce que il va courir avec deux gars qui disent, ah, c'est lui le Joker, viens, on l'embarque, planque-toi et tout. Et moi, c'est ça que vraiment, ce moment où je me suis dit, mais c'est ça qu'aurait dû être le film, c'est-à-dire, comment est-ce que ce gars-là qui est paumé, qui sait même pas mettre des chaussettes, parce que t'as l'impression qu'il est vraiment un déchet, qui est flippé, qui est ridicule et tout, complètement traumatisé, comment ce mec-là va devenir l'une des personnages les plus puissants de Gotham. Mais du coup, c'est pas lui. C'est son image. Mais c'est son image. Mais moi, ça aurait bien marché en étant un bon film, en fait. Parce que, en étant un bon film, en étant les deux, parce que là, il renie tout enjeu narratif, tout antagoniste intéressant, il renie tout ce qui pourrait faire un scénario un petit peu construit avec plusieurs personnages, avec une structure et tout ça. Il enlève tout ça juste pour montrer Joaquin Phoenix qui fait le con dans son miroir. Regardez comment je suis pas bien dans ma tête. J'avais compris au bout de la première scène ça. Pourquoi est-ce qu'il va étendre ce moment-là? C'est pour ça que j'aimerais moi qu'il fasse ça. Parce qu'encore une fois, ce personnage-là,
Ah, la quand suite c'est des un peines, type c'est ça. bon, comme c'est une version à la Heath Ledger où le mec tu sais même pas d'où il vient, c'est peut-être un ex-militaire, on sait pas, et puisqu'il y a des histoires comme ça. Ouais. Tu peux comprendre que le mec s'échappe, il y a des enjeux, il y a des trucs comme ça, mais quel enjeu tu peux avoir avec lui? Parce que c'est ce que je viens de te dire. Je viens de te dire, mais justement. Mais c'est pour ça que je suis en train de dire, tu ne peux pas faire de suite. Mais si, en fait. Enfin, oui. Non. Qu'est-ce que ça aurait été une autre suite? J'ai compris. Non, parce que moi, je sais que j'ai un ami qui m'a dit, oui, il va peut-être s'échapper de prison et faire un gang. Mais non, mais t'as vu le gars, c'est pas possible. Mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est comment, malgré le fait qu'il est nul, et ben, les gens vont l'amener au stade d'en faire un personnage, un chef de gang, un gars super célèbre, qui va provoquer des manifestations, qui va bouleverser le pouvoir, alors que lui il ne comprend pas ce qu'il fait. Il est là, il comprend pas ce qu'il fait, mais les gens l'aiment tellement, Harley Quinn l'aime tellement qu'elle va l'amener là-haut. Et moi, c'est une version de Joker que j'aime beaucoup. D'ailleurs, petit détail, ouais, d'accord, il tue personne dans le film, là. Non. Tu vois, parce que le mec, à part vraiment dans ses rêves, à part dans le premier, oui, il parce que fait à genre part de dans tuer, le premier, mais en il tue fait, personne. le mec, il est, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est pas inoffensif, mais tu vois, c'est pas un type qui est. Non. Mais en plus, c'est ça. C'est pour ça qu'à la fin, c'est pour ça que c'est presque ce qui m'énerve, même dans le premier, c'est que même les meurtres, mais même les meurtres qu'il fait, ils sont pas si intéressants que ça, parce que qui va buter, en fait? Dans le premier, il va buter 3 traders qui sont sur le point de violer une meuf dans le métro. Donc limite, c'est un super-héros, quoi, le gars. Il a buté 3 mecs. Il y a aucune injustice morale à les buter. Il va les buter Murray, qui est le présentateur, qui représente le capitalisme et la société de consommation et tout ça. Il va le buter en direct, et évidemment qu'il est cool. Genre, il y a pas de questionnement moral sur le mec est vraiment taré, le mec peut vraiment faire des conneries. Moi, j'aurais bien aimé que le Joker, il est vraiment. Enfin, il a aussi tué sa mère. Bon, après, oui, et un gars oui, aussi. Pareil, il a tué sa mère parce qu'il le battait. Cool. Bah, en fait, tu vois, c'est marrant, c'est typiquement le débat en fait que les gens ont eu et qui est allé un peu trop loin dans comment les gens voyaient les personnages. Mais moi, en fait. c'est ça que j'aime pas. Parce dans que le le côté, oui, machin capitaliste, peut-être, mais pour lui, il s'est juste vengé parce que c'était un peu son père de substitution. Oui, parce que c'était un point qui était important dans le premier. Mais ce qui est marrant, c'est que genre tout du long, il subit à chaque fois sa vie, genre il y a aucun choix. À chaque fois, il fait que subir son enfance, les répercussions de son enfance. Et les rares fois où il essaie de prendre le dessus, que ce soit dans le premier ou dans le 2, on le remet face à sa réalité de qui il est, de quel est son passé, qu'est-ce qui fait qu'en gros c'est une merde, quoi, et qu'il est incapable de rien, et que enfin c'est un peu comme ça que il nous l'amène, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant en vrai, parce que même dans le 2, du coup, ça souligne tous les trucs que t'as dit par rapport à la société, qui sont là en tant que même Lady Gaga, genre lui de base il est pas en mode je veux redevenir le Joker, c'est elle qui lui dit je t'aime parce que tu es qui, tu es le Joker. Elle est là en mode elle est sa petite voix dans la tête qui lui dit tu es cette personne là, alors que la meuf qui était là, l'avocate, tu as dit qu'il n'existait pas, donc du coup voilà, et quand il s'assume enfin, il y a tout le monde qui le lâche et tout le monde qui et même t'as les mecs qui reviennent pour essayer de le remettre dans le personnage, il est là non mais c'est pas moi, lâchez-moi toujours, mais lui il veut pas. D'ailleurs c'est ça l'ironie, parce que tant que j'y pense, quand justement il y a la fin où il va se faire poignarder, il est heureux en fait parce qu'il a un peu tout avoué, il accepte un peu son sort au final. Mais tu vois, le seul moment où il a enfin accepté qui il était vraiment, et ben il y a quelqu'un qui vient pour le buter. Et justement, je pense que c'est un peu ironique avec les critiques du film, parce qu'en soi c'est un peu ça ce que les gens reprochent au film. Justement, c'est non t'inquiète, on t'aime toujours, machin, ouais j'espère qu'il y aura un 3. Il y a des gens qui disent ça, genre arrêtez, stop. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment. Il est pas vraiment mort, t'inquiète, il est pas vraiment mort. Techniquement, il est juste sur le sol. Vu que le film n'a pas eu de succès et a des mauvaises critiques, à mon avis il est vraiment mort. Mais c'est bien, faut arrêter de faire ça sans film. Si jamais il veut savoir encore, il y aura une suite. Mais t'as raison dans ce que tu dis, Tanguy, il y a ce côté un petit peu qui est intéressant, ces films de contrebande, un peu à la façon d'un Matrix 4. Ou alors John 5, c'est du vœu, il y a John 5. Parce que moi j'aime pas du tout, mais d'ailleurs c'est pareil, le personnage est complètement ringardisé. Dans l'idée où c'est une suite qui est une commande de studio, une suite d'une saga qui est terminée, ou de film qui est terminé, une suite demandée par un studio, et comment est-ce que le réalisateur en question qui va créer cette suite, il va justement faire un commentaire sur le fait que cette suite, ça n'a pas besoin d'exister. Et aujourd'hui, ça a beaucoup de sens à notre époque de faire ça, parce que on est dans une ère de la nostalgie, une ère où on va aller réinterpréter énormément de franchises, de sagas, où on va faire la preuve. Joker, c'est en disant c'est la 4e itération, sans compter les dessins animés, sans compter tout ça. On est dans une ère vraiment où on va essayer de reproduire tout le temps les icônes, parce que tant que ça peut ramener de la thune. Spider-Man, on en a eu 10, on en a eu 10. Tous les super-héros, ce n'est que l'ère de repomper. Batman, n'en parlons pas. Mais justement ça. Et du coup avoir des réalisateurs, ou alors même moi je pourrais même dire Reynolds dans Star Wars 8 presque. Ryan Reynolds dans Star Wars 8 quoi. Pardon, Ryan Johnson. N'importe quoi. Ryan
Ryan Johnson, excuse-moi. C'était déjà mauvais. Ryan Johnson dans Star Wars 8, justement, pareil. Comment est-ce qu'il va aller à contre-courant de ce qui a été fait avant? En fait, tu vois, c'est tant excusé parce que maintenant je vous êtes au courant, je déteste les nouveaux Star Wars. Mais en fait, le 8, au fur et à mesure, je suis en train de me dire que c'était la seule solution possible pour sauver le bordel, en fait. Parce que même s'il y a des trucs, même si le gars a un ego, il y a des trucs qui sont très mauvais, mais c'était le seul voie possible, en fait, pour s'en sortir. Mais parce que justement, c'était comment est-ce que tu vas te dire en soi-même que ça ne mérite pas de suite, l'histoire est finie. Là, je raconte du vent. Et c'est ce que fait Matrix 4. C'est vraiment des espèces un petit peu de ras-le-bol de réalisateurs ou tout ça, de laissez mourir, laissez-nous terminer les histoires, laissez-nous raconter des nouvelles histoires. Ce qui est beau dans Matrix. Bref, Warner Bros a arrêté de faire des suites. Parce que c'est eux aussi. Bon, il y a un 5 bientôt, Matrix, mais. Oh putain de merde. Il est dépité. Non, mais c'est Drew Goddard, il se démerde bien. Ok, vas-y. Non, pardon, je t'ai coupé. Je te déteste. Je te fais un câlin. Oui, moi aussi. Voilà. Pourquoi il y a ce truc stock? Mais non, mais tu vois, moi je sais que pour avoir pas mal regardé Matrix 4, justement, il y a tout l'état du film. Il y a tout. Il y a tout. Tout le film montre justement que ça ne servait à rien de faire une suite parce que le 4 ayant trouvé, le 3 était la conclusion. Et dans le 4, justement, les Wachowski vont prendre pas mal d'acteurs et d'actrices de leur nouvelle série. Oui, du coup, là, en effet, c'était Lana Wachowski qui fait le 4. Va reprendre justement pas mal du casting de leur dernière série Sense8 ou de leurs futurs projets pour vraiment amener cette idée que la suite de Matrix, ce sont ces autres projets. Allez voir ces autres projets si vous voulez la suite de Matrix. Et ne restez pas accrochés à la matrice Matrix. Ne restez pas accrochés à cette icône Matrix. Ce n'est pas l'icône qui compte, c'est ce que nous on en a fait. Et donc la suite c'était Sense8 et tout ça. Bref. Donc ça a du sens aussi d'amener ça. Donc bref, tout ça pour dire que Joker 2, la comédie musicale, ça marche pas et que ça raconte rien. Au revoir. Oui parce que ça c'est vrai qu'on n'est pas revenu là-dessus, mais le côté musical. Alors moi perso, je trouve que c'est un ajout en fait qui ne, à part qu'il y a Lady Gaga et que du coup supposément elle aurait fait une promo, un clip avec, mais en fait je trouve que ça n'apporte vraiment rien du tout. Il y a une espèce de demi-dialogue où ils disent oui pour la symphonie, je sais pas, la musique ça permet de c'est vrai qu'en soi le film techniquement il fait une rétrospective sur sa vie forcée. Mais ça marche pas parce qu'au final il s'en sort pas. Qu'est-ce que racontent les musiques? Pourquoi y a-t-il des musiques? Qu'est-ce que racontent les musiques? Regardez, rien parce que c'est des trucs qui n'ont pas été composés pour. Et en plus. Enfin, indirectement, si, peut-être, mais bon. C'est des reprises. Pour moi, c'est juste une genre de métaphore pour dire qu'il est dans sa comédie musicale à lui, dans son monde à lui, qui part un peu en couille, qui part la femme, et genre, il se sent. Parce que depuis le début, la seule chose qu'il cherche, c'est un sens, et donc le regard des autres pour donner un sens à sa vie. Et par le biais du stand-up ou du chant, c'est un peu une chose qu'il a, il se regarde, ou parce que les autres le regardent. Mais après, il y a tellement. Je trouve que ça prend tellement de place, le chant, et même Lady Gaga, que tu perds un peu le truc, enfin tu retiens que ça de il chante quoi, t'as un peu un truc de surtout qu'au final il chante vraiment deux fois, tu vois, parce que bon voilà. En fait, en plus, je crois qu'on l'entend chanter dans le générique de fin où ça va, la voix, mais vu qu'il doit en plus faire une petite voix d'un type un peu. Mais après, je me dis, tu vois, ça se voit qu'il est tout le temps en train de fumer à côté pendant que Lady Gaga fait son show, quoi. Parce mais je me dis, ça va aussi un peu avec le truc de, tu vois, il y a une scène qui est cool, je trouve, quand elle est au piano et qu'elle chante, lui, il est au milieu de la scène et juste il fume sa clope, il fait rien parce que juste il se fait regarder, tu vois. Mais en fait, à chaque fois, il se fait regarder tout en subissant quand même la scène, parce que c'est quand même Lady Gaga qui lui le pousse à faire ça, mais il a quand même à chaque fois cette ambivalence de il a le regard des autres, il a de l'attention, ça lui donne un sens à sa vie, mais en même temps c'est en fait, pas lui qui prend les commandes, quoi. Il fait vraiment que subir, il essaye d'un peu s'en sortir, mais justement c'est pour ça le moment où il se refait tabasser quand il retourne à l'asile vers la fin du film, où il commence à prendre conscience qu'en fait même son espèce de déguisement ne fonctionne plus, en fait, parce qu'il s'imaginait d'ailleurs toutes les scènes où il était un peu entre guillemets cool dans sa tête en train de tabasser Harvey Dent qui putain il prend cher lui dans tous les films, et les autres c'est que de la fantaisie, donc ça marche aussi avec. Voilà. Moi je suis très fan de comédie musicale, moi j'adore la comédie musicale. On a eu une super comédie musicale là il y a un mois qui était Emilia Pérez. Là vraiment quand je suis devant le Joker, je me demande mais à quoi servent les musiques et qu'est-ce qu'elles racontent, juste je me pose la question, qu'est-ce que ça raconte, et il y en a au moins 5 voix en tout dans le film, il va y en avoir quoi, 5-6 en tout, des moments chantés dans ma tête, même pas. En vrai pour des vrais moments où c'est un peu grave, pour moi il y en a 4, genre dans ma tête c'est j'ai vraiment je sais que les gens, il y a beaucoup de gens s'attardent dessus, mais surtout moi dans ma tête ça a vraiment été, c'est pas du tout le focus, j'ai vraiment l'impression que c'était moi j'avais vraiment l'impression que ça a été rajouté par-dessus le film. Il y a des moments comme ça comédie musicale mais qui en avaient absolument pas besoin, genre vraiment tu enlèves les moments de comédie musicale, tout va bien.
Enfin, je suis en train de me s'en demander fout. en vrai. Et attends. Vas-y. Et ce qui est surtout moi qui m'énerve presque, c'est que tu regardes les 3 ou 4 premières comédies, moments de comédie musicale. Ça dit tout le temps la même chose. Oui. C'est une musique d'amour qui dit waouh, ça y est, je me sens revivre, ou ne me quitte pas, et tout ça. Et ce sont des musiques comme ça, de reprises de chansons d'amour pour donner l'impression du coup que Arthur Fleck, enfin, il est aimé de quelqu'un, enfin, il est aimé du coup de Harley Quinn, un sens à sa vie du pour de public vrai. et tout ça. Mais à chaque fois, la musique, c'est la même chose. C'est je t'aime. Tous les moments de comédie musicale, c'est que ça. Et c'est encore une fois de la répétition. Et puis je trouve qu'il y en a tellement que du coup, c'est plus impactant en fait. T'as l'impression que c'est, comme tu dis, c'est la répétition. En fait, ça va, j'ai compris. C'est pas du tout ça l'objectif en fait. Ça joue pas parce que soit. Si, oui. Arrêtez de dire que c'est l'objectif de faire un mauvais film. Non mais encore une fois, tu parles du principe qu'ils ont été forcés. Et encore une fois, la bande son, Joker aussi, la bande son, dans le premier, il y avait plein de musiques qui étaient plutôt pas mal. Et peut-être qu'ils ont voulu, comme il y avait Lady Gaga, un peu capitaliser là-dessus. Tu vois, genre même dans Top Gun, il y avait Lady Gaga qui chantait. C'est sûr. Et en vrai, si Todd Phillips n'est pas débile, se servir de ça justement avec des trucs un peu niais où Arthur il imagine des trucs, je sais pas, pour moi, effectivement, ça joue avec tout le reste du film, que le mec lui-même a une autre vision de lui-même par Joker en fait. Mais en fait, l'idée. Mais oui, après, je comprends, mais je trouve pas que ça marche. Je tiens un peu la corde. Encore une fois, c'est ce que je disais. Je comprends le message, mais ça marche pas. Si rien n'est réel, du coup, tout est permis, du coup, c'est n'importe quoi. Megalopolis. Oui, c'est l'idée de base, c'est bien, mais juste ça marche pas. Non, vraiment, ça marche pas. Les mots de comédie musicale sont éclatés. Tu regardes Emilia Pérez, chaque musique, elle va explorer une différence de sentiment, d'opposition entre les personnages, de qu'est-ce qu'ils ont caché, de qu'est-ce qui est leur fort intérieur. À chaque fois, ça va aller super loin. Surtout ça avec Selena Gomez. Surtout celle avec on a adoré Selena Gomez. Et on espère qu'elle nous adore. Elle mettait une vraie pression. Écoute, je vais arrêter là. Écoute-nous, Selena. Au revoir. Fin. Mais bref, tout ça pour dire que finalement, moi, j'étais très hype de la partie comédie musicale de Joker et que finalement, elle était très décevante parce qu'elle était inutile, comme ce film finalement. Et finalement, j'en ressors avec très peu de choses. Je vous mens pas. Et surtout que j'ai l'impression que la majorité des gens sont plutôt unanimes là-dessus, c'est-à-dire que actuellement il a été assez descendu à Venise, alors que justement le premier avait eu le Lion d'Or à Venise il y a 5 ans. Cette fois-ci, il s'est plutôt fait descendre. Les gens étaient en mode, mais pourquoi faire une suite, wesh? Ils ont dit wesh. Et, ils ont tous dit wesh. T'as capté? Non, pardon, c'était un gag que j'avais. T'as capté? Ok. Et waouh. Oui, tu l'as capté. Oui. Tout le monde se détend, la street. Mais et puis après, dans toutes les critiques qui sont sorties, tout le monde est assez unanime pour dire que le film ne sert pas à grand chose et n'est pas très intéressant parce qu'il est une répétition du premier. Je suis content de la conclusion en fait de cette histoire. La conclusion est opposée à celle d'avant. C'est ça, c'est que c'est pas bien, mais je suis très content de la conclusion parce que c'était le seul truc. C'est bizarre. Encore une fois, c'est le film est plus intéressant par rapport à son impact culturel dans la pop culture que en tant que film, parce que sinon, c'est des films quand même qui sont très longs et qui, moi encore, je trouve que ce sont vraiment ce qu'on peut en ressortir de ça, c'est vraiment le caprice presque de Joaquin Phoenix à vouloir comme ça avoir un rôle de composition absolue, tu vois, où il va très occuper dans la contemplation, il va maigrir à fond, il va maigrir à 2000 kilos et tout, c'est ça. Par contre, c'est vrai que je sais pas quand est-ce qu'il a fait Boys Afraid et celui-là quand est-ce qu'ils l'ont tourné, mais mais ils ont faut le faire parce que la prise de masse la reprise de masse après juste derrière, mais il adore ce genre de personnage, Joaquin Phoenix, de grands enfants comme ça, mal à l'aise sociale, mais comme ça, quoi, torturé comme ça dans la vie, donc bon, oui, aussi apparemment c'est quand même, il y a eu des histoires qui sont sorties sur lui récemment où il est pas très agréable de bosser avec lui en ce moment, Joaquin Phoenix. Un gros bisou à Joaquin Phoenix. Un gros bisou à Joaquin Phoenix. Bah du coup, et Selena Gomez. Et surtout Selena Gomez. Et surtout Selena Gomez. Et bah, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas tant de choses à dire que ça par rapport à ce film. On est tous un peu d'accord, contrairement à Megalopolis. Du coup, j'ai fait ma conclusion. Merci Zanguy. Je trouve que t'as raison, tu as super bien amené. Ce que je peux conseiller aux gens, bon, vous faites pas chier à aller voir au cinéma, ça coûte cher. Regardez, non, tu dégages. Non, par contre, écoute, si vous avez l'occasion peut-être de le voir, je sais pas, en téléchargement, un truc. Oui, en téléchargement, tant pis, je l'ai dit. Ou si vous pouvez l'emprunter à quelqu'un, allez-y, faites-vous votre avis.
c'est pas excellent, mais à vous de voir. Peut-être que ce que je vous ai dit, vous allez pas voir une autre version du film, peut-être des trucs que j'ai manqué. Ça peut être intéressant. C'est comme pour Megalopolis. Si vous avez l'occasion de le voir, je pense que ça reste intéressant. Surtout Megalopolis en priorité. Ouais. Mais bonne chance. Voilà, prenez préparer des bières et des chips. Faut pas y aller fatigué, Megalopolis, sinon tu t'endors. Vraiment, faut y aller bien réveillé avec une bonne dose de café. Je regarde non plus, faut pas y aller fatigué parce que sinon tu t'endors. Ouais, c'est vrai. Tu t'endors. Hein. Il faut aimer les comédies J'y suis musicales. allé après Nuit Blanche et c'était terrible. Voilà. Ah ouais, on n'a même pas eu droit à Lady Gaga qui fait un show. Là. Ah, aussi, dernier point, pardon. Il y a, on l'a dit tout à l'heure, il y a un plan qui est dans un plan dans la bande-annonce où tu vois Joaquin Phoenix et Lady Gaga descendre l'escalier comme ça en faisant la danse et tout. C'est pas dans le film. Cette séquence, c'est pas dans le film. Ah, mais ça, je trouve ça bien que des fois, ils fassent des plans. Ils faisaient aussi ça fait quoi à la scène de fin? Ils font ça tout le temps, ils ont fait ça pour The Batman aussi. Arrêtez de dire que c'est bien de faire de la merde. Mais non, mais parce que c'est fait exprès. Les gens, ils y vont pas fait exprès de retirer un plan. Là, t'as Halloween qui arrive, t'as tous les couples de fous furieux qui étaient prêts à s'habiller comme. Alors c'est génial parce que ils vont voir le film en disant oh putain c'est un truc d'amoureux et en fait ils vont voir ah non en fait lui c'est une connasse et lui c'est un loser. C'est génial. Moi je suis désolé. C'est génial, ils t'ont vendu ça folie à deux. Oh t'as vu c'est une histoire d'amour, c'est pas du tout. Mais en plus d'ailleurs c'est limite c'est en vrai elle a une vraie importance film. Ouais, je trouve moi je dis c'est le troll parfait. Ce film est un troll génial. Oui, c'est génial. C'est même pas assez génial pour moi parce que vraiment génial dans le sens où leur relation. C'est comme Matrix 4. Je suis d'accord. J'ai fait le doigt à quelqu'un. Pardon, désolé. Bonjour. Matrix 4 où t'as marqué littéralement va te faire foutre sur un coin de machin. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a pas le choix parce qu'il fallait faire une suite. Mais tu vois, mais même la relation amoureuse entre Joker et puis Harley, elle est ultra artificielle. Mais justement, elle est artificielle. Ils passent 2 scènes ensemble. C'est le principe même. Ils ont tous une relation artificielle au Joker et à son personnage puisqu'il ok, d'accord, ça je vous le laisse. T'avais raison. Je vais revenir sur un truc. Tout à l'heure, je disais que c'était une viande scénar. Je suis désolé, ils sont dans un asile / prison. Pourquoi est-ce qu'ils filent des briquets? Non, ça je suis d'accord. Pourquoi ils font ça? Non mais t'inquiète, parce qu'il y a des scènes qui sont ridicules. Parce que tu vois, non mais elle qui fout le feu, machin, en plus qui est Roman, alors même si c'est un monstre. Le juge qui, alors on n'est pas au cirque ici et t'as littéralement le plan sur le mec qui est peint au visage. Il y a des trucs qui sont ridicules, j'arrive pas à le croire. Il y a des trucs où c'est vraiment un peu grossier. Oui. Il y a vraiment une scène où elle fonce, il y a Harley qui fonce pour le faire, je sais pas, l'embrasser dans sa prison là pendant le procès. Ouais, et t'as vraiment le gars qui est derrière, genre, on se touche pas. Ouais, grave. Et qui en fait, se passe pas. Vraiment, elle pourrait lui donner un cutter, le mec il voit pas, je dis, bah, fais un truc. Non, mais en fait, genre, c'est ça. Pareil, c'est que t'as vraiment ce truc où. C'est terrible. C'est encore une fois c'est ça qui est nul. Ça qui est nul avec ce film, c'est que tu peux très bien dire ouais mais c'est dans sa tête, ouais mais si tout est dans sa tête pourquoi je regarde ça alors? Oui, c'est ça. Sinon je te le fais le film dans ma tête aussi, c'est tout. Voilà. C'est trop simple, c'est vraiment entre ça et tout est ta rêve depuis le début, c'est mais Megalopolis c'était dans sa tête longtemps. C'était que dans sa tête. Oui mais faut arrêter. En fait ça se trouve c'est la scène où il fait un trip dans Megalopolis. Des fois ce qui est dans votre tête, c'est bien que ça reste dans votre tête en fait. N'est-ce pas Francis? Je m'en fous de ce qu'il y a dans ta tête, frérot. Genre, fais-moi un truc bien à la fin, en fait, c'est tout. Bref, voilà, je suis pas content. Au revoir. Moi, je trouve, voilà, désolé, je reviens sur ce. Tu vois, il y a des trucs à dire en soi. Hein. Oui, mais les trucs à dire. Je suis sorti, je me suis dit, ouais, non, franchement, j'ai rien à dire, bah finalement. Mais si. T'avais plein de trucs à dire, au contraire. Il y a plein de trucs à dire, mais bon, bah voilà, écoute, c'est une bonne conclusion. Disons qu'il y a plein de trucs à dire, et arrêtons de dire des choses en disant qu'il y a plein de trucs à dire. Vous avez compris le... Non, je peux répéter parce que... Let's go, merci Maxime. Je vous déteste tous. Comment qu'on conclut? Léna, vas-y, conclue. On peut conclure sur le fait qu'on avait 2 films très opposés et qu'au final, il y en a un qui nous a dissociés et un qui nous a rassociés. Waouh. Allez, au revoir. Ouais, en vrai, c'est un peu joli. Mais les 2 films sont nuls à chier. Je suis un peu d'accord, mais les 2 films sont nuls à chier. Il y en a un qui avait trop de matière et un pas assez. Moi, je propose que Léa dise le mot de fin. Vas-y, Léa. Parce qu'elle dormait à côté. Je sais pas, bisous. C'est trop mignon, bisous. Ok, c'est un bisou pour tout le monde. D'accord. Et bisous. On se revoit très bientôt, tout le monde. Et vous pouvez écouter ce podcast. Bisous les chatons. Oui, oh là. Voilà le mot de trop, le film de trop. Non, tu couperas. Tanguy, baisse-toi. Faut que je vous tienne tous en l'aise ici, mon Dieu. Tu vas faire ta sieste, Tanguy, c'est premier. Le sabre laser. Allez, moi, je vais aller manger un tacos, moi, Maxime. Pourquoi il y a un sabre laser? Pourquoi tu me parles de tacos? J'ai faim, Maxime, dépêche-toi. Je vous déteste tous. Vous pouvez retrouver nos podcasts. Moi, tu cries. Parce que t'étais l'enfant voyeur, espèce de con. Toujours plus haut. Parce que vous gueulez tout. Il pleure, mais bon. Le clé. Je dis, c'était le présentateur. Toujours plus loin. Toujours plus
Non, toujours. Je crois que j'ai fait dans le sens. C'est ton plan. Vas-y. Le podcast sur YouTube, Spotify, Instagram pour suivre nos actualités. Projet, on est ivre. Pourquoi il y a Tanguy qui ouvre sa Switch? Ah pardon, ça compte. Et bref, et vous pouvez retrouver évidemment ce podcast en intégralité sur YouTube et dites-nous ce que vous en avez pensé aussi sur les différents réseaux. On se retrouve très bientôt parce qu'il y a des très bons films qui nous attendent par la suite. On a déjà quelques idées et on se retrouve très bientôt. À très vite. On vous fait des gros bisous. Ciao. Bisous. Bisous Coralie Farja. Et c'est Nagomez.